Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette septième session des rencontres de l'alimentation durable. Merci aux partenaires de l'événement, l'INRAE, l'ADEME, AgroParisTech, la chaire UNESCO Alimentation du Monde et la Banque des Territoires avec laquelle nous co-organisons cette session. Merci également aux agences Relations d'utilité publique et SenseTribe qui nous épaulent dans l'organisation et la facilitation de ces troisièmes rencontres de l'alimentation durable. Et merci à Mylan Tran-Bernaud qui assure ce matin encore la facilitation graphique et Raphaël Mège qui assure la synthèse. Merci évidemment aux intervenants qui nous font le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce matin. Après un second temps riche en réflexion, on a discuté des liens entre reterritorialisation et résilience, des enjeux de justice sociale qui traversent les systèmes alimentaires, ainsi que des enjeux liés à la santé. Nous nous inscrivons maintenant dans la foulée de la session précédente, pour les plus fidèles d'entre vous, qui a été consacrée à certains outils économiques mobilisables pour financer un changement de paradigme. Et ce matin, nous allons aller plus en profondeur dans le débat afin d'entendre, d'écouter, de découvrir des propositions et des cadres d'analyse pour redéfinir les paradigmes économiques qui guident nos systèmes alimentaires, mais également échanger sur les freins à lever pour envisager une autre économie alimentaire. Je remercie également Antoine de Ravignan du magazine Alternative économique qui nous fait l'amitié d'animer cette matinée. Avant de lui céder la parole, je vous livre quelques informations pratiques pour que vous puissiez pleinement profiter de cette matinée. Tout d'abord, pensez à vous renommer. Dans Zoom, vous pouvez aller dans la barre en bas sur l'onglet participants et en passant sur votre nom, vous aurez la possibilité de vous renommer. N'hésitez pas à indiquer l'institution pour laquelle vous travaillez. Ça permettra aux autres participants de vous identifier et d'interagir avec vous, de vous poser directement des questions dans le chat ou de prendre contact avec vous par la suite. Pendant toute la matinée, n'hésitez pas à réagir, à partager des ressources, des liens directement dans le chat, à poser vos questions, à discuter entre vous. Et je vous invite dès maintenant, pour initier un peu la dynamique, à vous présenter chacun en quelques lignes. Donc, c'est pas à dire qui vous êtes, où vous travaillez, les sujets qui vous intéressent, les projets que vous portez ou les travaux auxquels vous collaborez. Marianne Sten, Katia Thiriard et Anne-Laure Romanet sont avec vous sur le chat pour faciliter les échanges, pour répondre à vos questions pratiques et pour faire remonter vos questions aux intervenants dans les temps de discussion qui sont prévus ce matin. Donc un grand merci à elles. Et je vous rappelle, avant que nous démarrions, quelques outils qui sont à votre disposition. Donc sur le site internet rencontre au pluriel alimentation-durable.fr, vous pourrez retrouver les synthèses, les fresques et les vidéos des sessions précédentes et bientôt de celle-ci. Vous pourrez retrouver en lien avec chaque session un certain nombre de ressources qui ont été proposées par les partenaires de l'événement, par les intervenants et par vous-même. Et on enrichira cette base de données également avec ce que vous partagez dans le chat, mais aussi ce que vous pouvez directement renseigner sur le site. Et vous trouverez également, vous avez reçu un lien ce matin, la liste des personnes inscrites ainsi que leurs contacts. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour prendre contact et poursuivre les échanges avec des participants avec lesquels vous souhaitez aller plus loin et peut-être envisager des coopérations. Je vous rappelle enfin qu'un groupe LinkedIn des troisièmes rencontres de l'alimentation durable est à votre disposition. Là encore, il vous permet d'interagir avec l'ensemble des participants, de partager vos actualités, de débattre, etc., etc. Maintenant, sans plus tarder, je cède donc la parole à Antoine de Ravignan. Merci à tous. Merci Clément Chessou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette rencontre où nous allons essayer de réfléchir ensemble à ce que seraient les bases économiques de systèmes alimentaires écologiquement et socialement durables. Jeudi dernier, lors de notre dernière session, nous avions parlé des outils pour financer des projets allant dans le sens de l'agroécologie. Nous avons vu que ces leviers n'étaient pas négligeables et qu'il existait de vrais moyens d'accompagnement pour les porteurs de projets,
Mais nous avons vu aussi que ces porteurs de projets se posaient largement la question du passage à l'échelle. C'était l'un des points saillants de nos échanges de la semaine dernière. On voit bien en effet que la multiplication des initiatives qui fleurissent aujourd'hui grâce à tel ou tel accompagnement public ou privé, c'est bien, mais que ça ne suffit pas pour opérer ce changement d'échelle. Pire, on est peut-être dans une schizophrénie totale. On a d'un côté des projets, des discours qui se multiplient. On n'a jamais tant parlé d'agroécologie qu'aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a des structures économiques qui perdurent et qui entretiennent un système dévastateur. On peut citer en exemple un rapport publié la semaine dernière par la Fondation Nicolas Hulot. Il analyse pourquoi l'utilisation de pesticides continue d'augmenter en France alors que l'objectif officiel est d'en diviser l'usage par deux. Réponse, sur 23 milliards d'argent public consacrés chaque année à l'agriculture et à l'alimentation sous forme de subventions ou d'allégements fiscaux, 11% seulement ont une intention de réduction des pesticides. Le reste, ça finance du gris. Ce symptôme aggravé de schizophrénie, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il nous dit clairement que nous n'avons pas simplement un gros problème de sous-financement d'un bien commun vital, à savoir une agriculture et une alimentation bonne pour tous et pour la planète. Nous avons aussi un gros problème avec notre logiciel système et il est nécessaire de repenser les bases économiques de notre système alimentaire. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Sur quelles briques conceptuelles reconstruire? Faut-il appliquer une fiscalité écologique à l'agriculture et taxer fortement les externalités négatives, comme disent les économistes? Faut-il inventer un revenu écologique de base? L'économie sociale et solidaire peut-elle nous tirer d'affaire? Peut-on s'appuyer sur la force de l'industrie agroalimentaire pour faire la transition agroécologique ou celle-ci est-elle définitivement un frein au changement? Pour répondre à ces questions et à d'autres que je vous invite à poser, nous avons aujourd'hui avec nous Julien Foss. Julien Foss, vous êtes directeur adjoint du département développement durable et numérique de France Stratégie et vous travaillez notamment sur les questions de politique agricole et alimentaire. Vous avez, dans ce cadre, dirigé 2 rapports parus récemment qui ont fait du bruit dans Landerneau. L'un, publié en août dernier, portait sur les bonnes performances économiques de l'agroécologie comparativement à l'agriculture conventionnelle. Et l'autre, paru à l'automne 2019, formulait des propositions concrètes pour transformer les aides publiques à l'agriculture en levier de la transition. Ce rapport préconisait notamment la création d'un bonus-malus pour décourager les mauvaises pratiques agricoles et encourager les bonnes, des propositions sur lesquelles je souhaiterais que l'on revienne, car elles sont au cœur de la question du changement de modèle. Sophie Swatton, vous êtes philosophe et économiste et vous enseignez à l'Institut de géographie et durabilité de l'Université de Lausanne. Vous êtes également engagée dans la recherche et l'expérimentation d'alternatives pour la transition écologique et vous avez créé à cette fin la fondation Zoein, un mot grec qui veut dire vivre. C'est une fondation qui cofinance entre autres des revenus de transition écologique pour redynamiser des territoires urbains ou ruraux en difficulté. Lors de la dernière session, nous avions eu le témoignage de l'association Terra, qui est appuyée par votre fondation. Ce serait du coup intéressant que vous nous parliez de ce revenu de transition écologique. Est-ce que c'est faire l'économie autrement ou est-ce que c'est pallier les carences du système ? Emmanuel Delcourt, vous avez été de votre côté au cœur du système, précisément, puisque vous avez travaillé pendant plus de 20 ans dans des grands groupes de l'agro-industrie, comme directeur achat et dernièrement en charge de la réorganisation interne du 3e groupe laitier français, une grande entreprise coopérative que vous avez quittée récemment et vous cherchez actuellement à créer en Bretagne votre propre entreprise de services agricoles. Vous vous êtes heurté justement dans votre carrière à la difficulté pour ces grands groupes d'évoluer et de répondre à ce défi collectif qu'est la transition agroécologique. Et ce qui m'a frappé lorsqu'on en a parlé la semaine dernière, c'est que vous mettez moins l'accent sur les obstacles matériels au changement, même s'ils existent, que sur la gouvernance et sur le poids des modèles hérités du passé. Je pense que nous en reparlerons également tout à l'heure. Enfin, Jean-Louis Laville, vous êtes sociologue et économiste et vous enseignez au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, où vous êtes titulaire de la chaire Économie solidaire. L'économie sociale et solidaire, l'ESS, ce sera également un axe fort de notre discussion. Est-ce que c'est un modèle de gouvernance et un levier du changement? Est-ce que c'est au contraire une galaxie qui, sous cette dénomination commune, rassemble des acteurs aux intérêts et aux visions très différentes, voire contradictoires, aussi bien des grandes sociétés coopératives qui font perdurer un modèle agricole dominant que des entreprises qui veulent le voir changer?
Alors, merci à tous les quatre d'être avec nous pour en discuter. Et avant d'entrer plus en détail dans tous ces sujets, une question que j'ai envie de vous poser à tous les quatre. En un mot, pensez autrement l'économie des systèmes alimentaires. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça évoque? Quelle idée force mettriez-vous en avant? Qui veut répondre le premier? Emmanuel Delcourt, par exemple? Eh ben, moi, je veux bien. Le mot qui me vient en vous écoutant, c'est vraiment complexité. C'est effectivement que toute l'agriculture est quand même un très grand écosystème, que tout se tient, que tout est lien, et qu'on est dans une crise systémique majeure sur l'ensemble des sujets. Et voilà, et j'aurai l'occasion de revenir un petit peu effectivement sur les enjeux de difficulté de transformation, à la fois dans la façon de penser les choses et d'agir dessus. Sophie Swatton, vous voulez prendre la suite? Oui, merci beaucoup. Alors moi, ce que ça m'évoque, c'est tout simplement les limites planétaires, c'est-à-dire penser une économie qui s'inscrive dans ces fameuses limites planétaires pour tout simplement, c'est du bon sens, ne pas prendre plus que ce que la Terre peut régénérer. Donc revoir effectivement un mode de production durable et rester dans cette fameuse formalisée théorie du donut, en fait, tout simplement. Et vous, Jean-Louis Laville? Ça me fait penser immédiatement à ce grand philosophe et économiste qui est Karl Polanyi, qui a situé un peu le problème majeur dans lequel nous sommes enfermés depuis maintenant près de 2 siècles. C'est la confusion entre l'économie moderne et le marché. C'est ce qu'il a appelé le sophisme économiste. Et je pense que pour sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes, il faut vraiment redécouvrir la réalité de l'économie. C'est-à-dire que la moitié de l'économie qui existe aujourd'hui dans tous les continents n'est pas marchande, mais elle a été invisibilisée. On nous a fait croire qu'il n'y aurait que le marché qui serait une économie efficiente. Et je pense qu'il faut sortir de ce cadre, recadrer la question en considérant autrement l'économie. Et toute l'école qu'a créée Polanyi, l'école dite substantiviste, nous aide à le faire. On en reparlera tout à l'heure. Mais je crois qu'il faut déjà qu'on se sorte de cette idée qu'il y aurait une économie marchande créatrice de richesse et que les autres formes d'économie seraient parasitaires, inefficaces, archaïques. Je crois que c'est cette idéologie qui a façonné nos raisonnements, et c'est de ce formatage dont il s'agit de sortir pour retrouver une liberté d'action conforme à la durabilité et à la solidarité. Julien Foss? On ne vous entend pas, Julien. Alors, je n'ai pas entendu Julien. Est-ce que je suis le... Non, on n'entend pas. Bon. Alors, est-ce que la régie peut faire quelque chose pour que nous récupérions Julien, que nous n'entendons, Julien Foss, que nous n'entendons pas? Très bien. Bah, écoutez, bon, mais écoutez, on va essayer de régler ce problème et on retrouve Julien Foss tout à l'heure. Un sujet dont on parle, bah, écoutez, peut-être qu'on peut commencer avec vous autour de cette question de l'économie marchande et non marchande, Jean-Louis Laville. Quand on pense entreprise responsable, on pense souvent à entreprise de l'économie sociale et solidaire comme un modèle de bonne gouvernance. Est-ce que l'ESS, c'est l'économie autrement? Est-ce que l'économie sociale et solidaire peut être une force de transformation de notre système alimentaire? Peut-être, Jean-Louis Laville, vous pourriez répondre là-dessus et pour répondre à cette question, clarifier un peu ce qu'on met sous ce terme. Alors c'est vrai que il y a eu une multiplicité d'initiatives
qui se sont retrouvés à la fin du XXe siècle sous la terminologie d'économie sociale et solidaire. Ensuite, il y a eu dans plus d'une trentaine de pays de tous les continents de nouvelles politiques publiques qui ont été adoptées dans la direction de cette économie sociale et solidaire. Donc, il y a un mouvement qui est en train de se faire, c'est vrai, et il y a une tentative de montrer que d'autres modèles économiques peuvent exister. Néanmoins, il ne faut pas se leurrer. Il y a aussi une grande hétérogénéité de l'économie sociale et solidaire qui n'est pas un ensemble homogène du tout. Je prendrai un exemple. C'est quand nous avions organisé les États généraux de l'économie sociale et solidaire en 2011 à Paris, il y avait eu un débat entre la Fédération de l'agriculture biologique et puis les coopératives agricoles. Les deux sont censés appartenir à l'économie sociale et solidaire, mais quel projet de société partagent-elles ? Donc on voit bien qu'il y a des tendances qui vont dans des directions qui sont quasiment contradictoires au sein même de l'économie sociale et solidaire. Alors comment se reconnaître dans cette galaxie, pour reprendre les termes utilisés tout à l'heure? Je pense qu'il faut voir qu'il y a en fait trois tendances majeures au sein de l'économie sociale et solidaire. Il y a une tendance historique, celle de l'économie sociale. L'économie sociale, c'est beaucoup défini autour de l'idée d'une entreprise collective, d'une entreprise non capitaliste, et elle a prouvé depuis maintenant fort longtemps que ces entreprises peuvent exister, peuvent perdurer, peuvent même, dans un certain nombre de cas, se développer. Mais on retrouve dans ces entreprises non capitalistes, qu'elles soient sous forme coopérative, mutuelle ou autre, toujours une tendance à la banalisation avec le temps. C'est vraiment ce qui s'est passé avec les coopératives agricoles, c'est qu'on a eu finalement une intégration dans le système. Un coopérateur disait les coopératives voulaient changer le marché. En fait, historiquement, c'est le marché qui a changé les coopératives. Et on le voit aujourd'hui avec l'évolution aussi de réseaux comme Biocoop, c'est-à-dire que pris dans une concurrence extrêmement dure, finalement, on adopte par mimétisme les comportements de la concurrence et on se retrouve finalement beaucoup plus près, au bout de quelques décennies, de cette concurrence que du projet initial que l'on avait. Donc, je pense qu'on ne peut pas rester au niveau de l'entreprise et c'est d'ailleurs ce qu'ont constaté tout un ensemble d'initiatives qui sont nées donc, dans le dernier quart du XXe siècle pour la plupart, qui se sont retrouvées sous la terminologie d'économie solidaire. Avec l'économie solidaire, ce que l'on veut, c'est à la fois partir de cette tradition de l'économie sociale, mais aussi interroger sa banalisation récurrente et retrouver une façon d'articuler finalement le politique et l'économique avec la volonté de réaffirmer une capacité de transformation sociale. C'est pour ça que les initiatives d'économie solidaire se sont finalement aussi préoccupées pas seulement du fonctionnement interne, c'est-à-dire de cette loi coopérative et mutualiste qui est une personne égale une voix, ce qui est très important, mais aussi qu'est-ce que l'on fait, comment est-ce qu'on réalise les activités, et ce qui a permis de relier les initiatives d'économie solidaire à ce que vous mentionniez tout à l'heure, c'est-à-dire la reterritorialisation, la justice sociale. Il ne s'agit pas simplement de produire en collectif, il s'agit aussi de savoir pourquoi on produit, pas seulement comment on le fait. Et je crois que cette approche de l'économie solidaire, elle a insisté sur cette dimension à la fois économique et de transformation sociale. Elle a permis aussi justement de trouver des équilibres économiques autour de ce qu'on pourrait appeler l'hybridation des principes économiques. Et je reviens un instant à Polanyi, c'est que toute l'école substantiviste a montré que nous n'avons pas un principe économique qui serait le marché et qui aurait été sanctifié dans la modernité, mais nous avons en réalité plusieurs principes économiques. Le marché, bien sûr, mais aussi la redistribution qui joue un rôle important, la réciprocité, c'est-à-dire comment des gens s'engagent aussi pour un projet commun, et on voit combien ça peut aussi entraîner des changements. Et tout cela, finalement, fait que les initiatives d'économie solidaire essaient de trouver un équilibre par hybridation et n'essaient pas de s'engouffrer dans le marché, ce qui fait que finalement, elles résistent plus à la banalisation.
Et puis, il y a une troisième tendance qui est apparue récemment dans l'économie sociale et solidaire, c'est le social business, c'est-à-dire l'idée qu'il pourrait y avoir un capitalisme à but social qui a été beaucoup promu par Yunus. Donc là, on vient de faire un ouvrage qui est une enquête sur plusieurs continents sur le social business et sur ce projet qui est très, très médiatisé de capitalisme à but social. Et en fait, ce que l'on constate en Asie, en Amérique du Sud, en Europe, c'est que ce projet est en gros un bluff. C'est-à-dire qu'il est surmédiatisé, mais il est très peu présent sur le terrain. D'ailleurs, c'est toujours les 2 ou 3 mêmes expériences que l'on cite qui n'ont jamais pu être évaluées de manière indépendante et qui sont uniquement présentées par leurs promoteurs. Donc, je pense que le problème du social business, et que l'on voit aujourd'hui prendre dans la question de l'alimentation de plus en plus de place aussi à travers un certain nombre de start-up, c'est d'essayer finalement de reprendre les idées des initiatives citoyennes, des initiatives solidaires et d'en faire un modèle business. Mais là où effectivement ça pose problème, comme on l'a vu avec des exemples comme La Ruche qui dit oui ou d'autres, c'est que ça néglige complètement les formes de mobilisation citoyenne et même ça les exploite dans un certain nombre de cas. Donc il me semble qu'au sein de la nébuleuse économie sociale et solidaire, c'est vraiment du côté des initiatives d'économie solidaire que l'on peut trouver une articulation avec le problème qui nous occupe, c'est-à-dire celui d'une alimentation qui soit beaucoup plus locale, durable, mais aussi basée sur des relations de solidarité. Merci beaucoup, Jean-Louis Laville. Vous avez cité tout à l'heure le cas de Biocop. Je voulais revenir un peu sur cette question de l'hybridation. Est-ce que quand une entreprise de l'ESS satisfait des besoins marchands, est-ce qu'elle est vouée à devenir une entreprise comme une autre? Donc vous citiez le cas intéressant de Biocop. Ou inversement, est-ce que vous avez en tête des exemples de secteurs où cette hybridation était plutôt une réussite et qui dépasse... Elle est en vigueur tous les jours, par exemple, dans des réseaux connus comme le réseau des AMAP, tout simplement. Quand on regarde comment fonctionnent ces initiatives, on se rend compte que c'est effectivement une hybridation qui est en acte. Et je pense que c'est là où on manque d'informations. C'est-à-dire que ces modèles hybrides sont peu documentés. Et donc, on a l'impression qu'il n'y a qu'une possibilité d'opérer ce changement d'échelle que vous évoquiez tout à l'heure, c'est en fonçant dans le marché. Or, ce que l'on se rend compte, c'est que si on est uniquement dans l'économie marchande, bien sûr, il ne s'agit pas de refuser l'économie marchande en tant que telle. Et on peut tout à fait avoir des relations marchandes, mais si l'on est uniquement dans le marché, là, on va être soumis à un ensemble de contraintes qui, avec le temps, vont de plus en plus produire des faits. Donc, finalement, le fait de travailler avec des collectivités locales, c'est-à-dire de faire appel à des formes de redistribution, permettent par exemple, de faire que ces systèmes alimentaires localisés ne sont pas réservés à des élites, mais sont beaucoup plus accessibles. Et ça ne peut pas se faire uniquement avec des relations marchandes, parce que le marché sélectionne les clientèles solvables. Et puis, c'est aussi s'appuyer sur la réciprocité, c'est-à-dire sur ces formes de mobilisation citoyenne que je mentionnais tout à l'heure, qui sont tout à fait importantes aussi pour faire vivre des expériences, les faire évoluer, faire qu'elles s'adaptent aussi à des besoins qui sont évolutifs. Et donc, il me semble que c'est effectivement cette hybridation qui mériterait d'être beaucoup plus examinée à partir d'exemples précis, au lieu de se laisser gouverner par cette idéologie du marché qui a donc formaté nos approches de l'économie depuis trop longtemps. Sophie, vous voulez compléter, réagir sur ce que vient de dire Jean-Louis Laville et puis Emmanuel Delcourt après peut-être? Oui, alors merci beaucoup. Merci à Jean-Louis Laville pour cette resituage, si je pourrais dire, mise en perspective. Alors effectivement, je souscris complètement. J'aimerais simplement préciser aussi que de même que l'économie sociale a pu tomber dans des dérives peut-être de banalisation, ça c'est clair. De même, l'économie solidaire a pu être accusée aussi d'instrumentalisation par l'État, notamment par le biais d'associations, et de devenir un peu le bras armé de ce que là où l'État ne pouvait plus faire, ne plus aller. Donc, je dirais que ne pas oublier peut-être que c'est peut-être entre le tout État et le tout marché, l'ESS, c'est pour moi en tout cas, cette troisième voie aussi. Donc, peut-être de prendre le meilleur dans les statuts
peut-être juridique des coopératives et dans le meilleur, dans la solidarité, effectivement, et le commun de l'économie solidaire. Et pas oublier que ça peut être un ensemble sous l'OSS. Et comme je vis en Suisse depuis très longtemps, que j'ai la double nationalité, je ne peux pas m'empêcher de vous donner en une phrase la définition de l'OSS telle qu'elle est en Suisse, et elle se veut inclusive. Bon, pas d'histoire en Suisse, donc on réconcilie les deux courants. Et cette idée de dire qu'en fait, ce qui compte, c'est les valeurs aussi et le principe de cohérence. C'est-à-dire pas simplement les grands principes théoriques, mais d'être capable de mettre en œuvre ce qu'on dit. Et ça, je trouve ça très cohérent aussi, et ça me plaît. Et du coup, voilà, je ne sais pas si j'aborde maintenant l'ordre de transition écologique, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que tout ce qui a été développé par Jean-Louis Laville, cette approche polanyienne, cette troisième voie, cette idée de rencastrement de l'économie, du modèle économique au sein d'une communauté, ce sont des principes, si on ne les comprend pas, on ne peut pas comprendre la proposition que j'amène, qui se situe vraiment dans ce courant du 19e, des utopies sociales, je dirais, aux utopies concrètes. Donc, comment est-ce qu'on mêle les deux? Comment on garde des principes historiques qui parle. Voilà, comment est-ce qu'on conserve ces deux niveaux, utopie et niveau concret, avec toujours en toile de fond cette idée du changement d'échelle. Comment on va pouvoir faire ce changement d'échelle? Je peux continuer si vous voulez, mais vous m'avez dit d'être bref, donc je vous suis, Antoine de Ralmé. Merci beaucoup. Emmanuel Delcourt, vous vouliez aussi intervenir? Voilà, je rejoins tout à fait sur cette notion de cette question d'échelle et cette capacité. On voit qu'on a un système qui est à bout de souffle, mais on sait qu'il y a des enjeux géopolitiques, c'est-à-dire que nourrir le peuple, on le sait plus en France que dans d'autres pays, c'est indispensable aussi pour maintenir les démocraties. C'est ce qui a fondé notre système, on reviendra dessus tout à l'heure. Mais l'enjeu, c'est quand même de pouvoir continuer à nourrir une population qui grandit, qui est de plus en plus urbaine, et on voit qu'il y a cette question d'échelle qui est en train de se questionner, qui a besoin de trouver son chemin pour pouvoir se généraliser, sécuriser à la fois le revenu de l'exploitant, qui peut être aussi soumis à des aléas, bien sûr, climatiques et avec des années qui peuvent être difficiles. Il peut y avoir aussi de la surproduction. Et donc, il y a cette nécessité de sécuriser à la fois l'aval, à la fois l'amont, et en fait, de faire ça à grande échelle dans un mode qui doit se réinventer par rapport à celui qui héritait de la Seconde Guerre. Et je pense que c'est ça ce qui est schizophrène aussi, c'est on veut des choses très locales, mais en même temps, on est très content de dire que l'agriculture contribue aux exportations françaises, et avant la crise, c'était le pôle agroalimentaire était le deuxième exportateur après les avions, et donc c'était une façon aussi d'essayer de maintenir une richesse dans notre pays. Donc il y a quelque chose effectivement à revisiter sur cette vision, sur cette place de l'agriculture, sur ces enjeux à la fois politiques, économiques, territoriaux, et en premier lieu, bien sûr, pour les acteurs et leur sécuriser la chaîne de valeur. Et je crois que là, il y a effectivement des éléments d'investigation, de recherche, de formalisation. Je pense aussi que le digital peut apporter des éléments de réponse par rapport à des modèles qui ont été construits et qui ont nécessité des investissements physiques très, très lourds, hein, parce que l'agriculture, sur beaucoup d'aspects, est maintenant très proche de l'industrie lourde et donc très capitalistique. Et donc, voilà, il y a effectivement, dans cette période, à revisiter l'ensemble des modèles, et c'est ce qui en fait la difficulté aussi pour les entreprises en place. Merci Emmanuel. Julien, est-ce qu'on vous entend à présent? Alors, on va essayer. Est-ce que vous m'entendez normalement? Bon. C'est bon? C'est parfait. Bon. Je pense que c'est bon. Et ben, justement, à propos de ce dont parlait Jean-Louis Laville, cette question d'effectivement sortir de la pure logique du marché. Moi, ce que j'aimerais le problème auquel on se heurte, c'est effectivement l'incapacité du marché à rémunérer naturellement, et enfin à préserver naturellement les biens communs que notre modèle agricole met précisément en danger, l'eau, les sols, la biodiversité, mais aussi l'emploi dans le secteur agricole, la santé des travailleurs et des consommateurs. L'argent de la politique agricole commune, je crois que c'est de l'ordre de 10 milliards d'euros par an en France, ça ne pourrait pas être réorienté pour la préservation de ces biens communs, d'autant qu'il s'agit de l'argent du contribuable. Est-ce que vous voulez un peu commencer à répondre là-dessus, sur cette question de la gestion
la non-gestion des communs par le marché, et est-ce que justement les subventions massives à l'agriculture pourraient pallier et comment ce manque? Alors, d'abord, désolé de l'incident technique. Je suis passé sur mon téléphone, donc j'espère que ça captera normalement. Pour répondre à votre question, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives de transition agroécologique qui sont portées au niveau des territoires, des initiatives locales, et la question centrale, c'est le changement d'échelle, la possibilité d'avoir une transition de masse. Et pour cela, il est clair qu'il faut mobiliser la politique agricole commune qui, comme vous l'avez dit, représente à peu près un peu plus de 9 milliards d'euros d'argent public qui est versé chaque année aux agriculteurs français. Ce qu'on a essayé de faire en 2019 avec le rapport de France Stratégie que vous avez évoqué en début de présentation, alors je ne sais pas s'il a secoué le landerneau, mais en tout cas, il a mis dans le débat public un certain nombre de propositions qui changeaient des canons traditionnels concernant la politique agricole commune. L'idée qu'on avait, c'était effectivement de se centrer sur cette notion de bien public, de bien commun, et de voir comment cet argent public pouvait rémunérer et servir le soutien à cette création et ce maintien de biens publics par les agriculteurs. Et donc, sur la base de ce principe, on a effectivement proposé un ensemble de mesures, un ensemble de bonus-malus qui vont notamment financer eh bien, le soutien à la biodiversité, le maintien de la biodiversité et puis la préservation du climat. Alors, ces bonus-malus, l'idée, c'est de proportionner en fait les aides de la PAC aux services rendus par les agriculteurs, notamment aux services environnementaux. Plus un agriculteur a de haies, plus un agriculteur préserve dans le temps des prairies permanentes qui séquestrent du carbone, plus il est rémunéré. Et puis, s'il revient en arrière, s'il détruit, s'il retourne ses prairies, s'il détruit ses haies, eh bien, il aura moins d'aide publique. C'est le principe qui a guidé globalement notre réflexion. Et conjointement à cela, on a proposé également donc des mesures qui portaient sur l'application toute bête du principe pollueur-payeur, c'est-à-dire que pour contribuer au financement de ces bonus-malus, en plus des aides publiques de la PAC, on proposait un certain nombre de dispositifs de taxation, notamment sur les pesticides, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, le produit de ces taxes allant soutenir un certain nombre d'initiatives en faveur de l'agroécologie. Donc oui, c'est possible d'imaginer un cadre théorique pour la PAC, qui reste, je le dis, vraiment un élément central qu'il faut faire bouger si on veut accélérer la transition agroécologique. On peut proposer un cadre théorique novateur, mais ça implique de remettre en question fondamentalement un certain nombre de grands principes. La PAC est une politique extrêmement ancienne, qui a été conçue, réfléchie dans les années 60. Elle a connu un certain nombre de modifications, mais ces grands principes qui sont inscrits dans le traité de Rome, eux, n'ont pas bougé. Et dans ces grands principes, il n'y avait pas la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, on voit bien qu'il faut inclure cette dimension dans l'évolution de la PAC, et notamment dans la future politique agricole commune, qui est en cours de discussion et de négociation aujourd'hui. Pourtant, ces grands principes, ils sont inscrits. On parle de verdissement de la PAC depuis des années et des années. On a le Green Deal, bon, c'est effectivement très récent, mais qui fixe un cap. Il y a un consensus politique autour de ces objectifs. Le cadre, on a ce cadre. Qu'est-ce qui coince? Il y a le cadre et puis il y a la mise en œuvre du cadre. Lors de la précédente réforme de la politique agricole commune, le verdissement du premier pilier de la PAC, c'est-à-dire l'idée de conditionner 30% des aides du premier pilier vers les agriculteurs. Julien, excusez-moi, expliquez-nous premier pilier, deuxième pilier peut-être. Alors, dans la politique agricole commune, il y a historiquement deux grands piliers. Le premier pilier donc, qui correspond aux aides versées directement aux agriculteurs, qui sont aujourd'hui conditionnées pour 30% d'entre elles au respect d'un certain nombre de critères environnementaux, c'est ce qu'on appelle le paiement vert, le verdissement. Et puis on a un deuxième pilier qui s'appuie en fait essentiellement sur des mesures contractuelles, les mesures agro-environnementales et climatiques, qui sont là sur une base volontaire, où les agriculteurs vont s'engager sur une durée de 4 ou 5 ans
dans des mesures qui vont être favorables à l'environnement. Donc on a vraiment ces deux dispositifs dans la PAC qui sont le fruit vraiment d'héritage. Enfin, on va pas revenir sur l'histoire de la PAC, mais qui sont le fruit d'une histoire assez longue et assez mouvementée. Et on a eu donc en 2015 une réforme qui visait à justement donc renforcer ce verdissement, renforcer le conditionnement du versement de ces aides au respect d'un certain nombre de critères environnementaux. Donc les grands principes, oui, ils ont été posés dans le cadre législatif fixé donc par la Commission et adopté par tous les États membres. Après, dans chaque État membre, chacune de ces mesures de verdissement, c'est-à-dire le nombre de cultures que l'on met, les haies que l'on met en œuvre ou pas, chacune de ces mesures a été discutée au niveau national. Et on peut dire qu'il y a eu, dans un certain nombre de cas, un allègement, on va dire, de l'intensité des mesures initiales, ou en tout cas l'esprit du fait de ces négociations avec les acteurs professionnels. Donc, avec la réforme qui s'engage, l'idée, c'est d'aller encore un cran plus loin. Vous évoquez le Green Deal. Il y a d'autres stratégies, notamment la stratégie de préservation de la biodiversité qui est en cours de discussion et donc avec laquelle la future politique agricole commune va devoir s'accorder, qui fixe des objectifs extrêmement forts, moins 50% d'utilisation de produits phytopharmaceutiques à échéance 2030. Donc on revient au niveau européen sur les principes qui prévalait notamment au niveau national dans le cadre du plan Éco-Phyto. Donc, on a effectivement un cadre législatif, une ambition qui est portée au niveau européen. Reste à savoir comment ça va être traduit au niveau national et comment concrètement ça va se mettre en œuvre. Vraiment, pour la PAC, le diable se niche dans le détail et dans des mesures extrêmement fines qui s'appliquent au niveau de chaque exploitation agricole. Cette question de la PAC ou du principe pollueur-payeur, est-ce que Sophie, Emmanuel, Jean-Louis, vous avez envie de réagir? Sinon, moi, je poserai mes propres questions à Julien. Oui, Sophie. Moi, ce que je veux Julien dans son exposé, c'est que finalement, on est emprisonné dans ce que j'appelais tout à l'heure l'idéologie du tout marché, c'est-à-dire qu'on nous a présenté l'agriculture productiviste comme étant la plus efficiente, mais en même temps, on voit que c'est la plus massivement subventionnée, hein, et que finalement, cet argumentaire a eu pour effet, employant des termes moins euphémisés que ceux de Julien, de racketter les fonds publics pendant des décennies et des décennies. Hein. Et on voit bien que dans certaines parties du globe, il y a un véritable rapport de force. Je pense au Brésil. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Au Brésil, ce que l'on a, c'est une guerre entre deux agricultures. Et donc, je pense que les préconisations qui sont formulées là sont tout à fait décisives, mais à condition, parce que c'est un rapport de force aussi, hein, et parce que je pense qu'on a eu tout un ensemble de chantages qui ont été faits par l'agriculture productiviste sur le fait qu'elle serait le seul à pouvoir nourrir la planète. On se rend compte au Brésil que c'est complètement faux quand on compare avec les résultats de l'agroécologie, hein, mais il y a une guerre aujourd'hui, et donc les mesures vertueuses qui peuvent être envisagées ne pourront, à mon avis, surmonter le poids des lobbies, hein, le diable est dans les détails, que par une mobilisation citoyenne et une mobilisation des collectivités locales. Et je crois que si on arrive à articuler des règles qui sont des règles rebalisées en fonction de contraintes environnementales et des exigences même environnementales, mais qu'on arrive à rencontrer le mouvement de société qui est en train de se faire du côté des citoyens et appuyé par les collectivités locales, que là, on peut trouver la possibilité que soient mises en œuvre ces suggestions qui sont tout à fait souhaitables, mais qui se heurtent. Je crois qu'il faut être réaliste, et Julien Fausse le sait aussi bien que n'importe lequel d'entre nous, qui se heurtent à de très graves tentatives de paralysie. Sophie, vous vouliez réagir aussi? Non? Oui, peut-être juste rapidement. Effectivement, on voit bien là la schizophrénie que vous évoquiez aussi au début de cette table ronde. C'est que d'un côté, on a besoin d'industrialiser, j'emploie le terme, hein, c'est-à-dire faire en sorte qu'une solution soit massivement applicable pour bénéficier à un ensemble le plus large possible. Et de l'autre côté, c'est le poids des lobbies aussi, puis la difficulté de le rendre concret, ce que disait parfaitement Julien Fausse.
Donc, je pense que cette idée, effectivement, de taxation, sous réserve que ce ne soit pas perçu comme un droit à polluer ou un droit à… C'est toujours un peu délicat aussi d'employer ça, mais peut-être de valoriser sur l'utilisation qui en sera faite, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Non, il me semblait que c'était aussi l'aide par agriculteur. Je ne sais pas si on n'était pas à 30 000 euros par an dans les derniers rapports qui avaient été publiés. Donc, si on regarde le coût de revient par agriculteur au niveau de ce rackettage dont parlait aussi Jean-Louis Laville, donc si après on se focalise sur ce qui leur est demandé, sur le cadre un peu plus macro et général, moi je me pose une question quand même. Ce qui me paraît saillant, c'est qu'est-ce qui se passe de l'accompagnement. C'est-à-dire que la solution n'est pas que financière non plus, même si on sait qu'on a besoin de l'étendre, c'est qu'est-ce qu'on entend par initiative. C'est quoi la bonne volonté des agriculteurs? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi, à part bénéficier de subventions? C'est concrètement qu'est-ce qui leur est proposé pour qu'ils puissent arriver à des solutions? C'est quoi les solutions? Est-ce qu'on les met en réseau? Est-ce qu'ils ont une formation qui leur est proposée, au-delà juste de l'aspect pécuniaire qui est important bien sûr, mais qui pour moi n'est pas la seule dynamique. Donc, je trouve que c'est un cadre intéressant, mais si effectivement, il n'est pas ensuite mis en réseau avec les territoires, s'il n'est pas repris à l'échelle des collectivités territoriales et des acteurs qui la portent, en fait, au niveau des territoires, cette agroécologie, ça va être compliqué. Donc, la question que je me pose, moi, là, c'est comment on fait pour bénéficier de ce cadre et puis de mettre des chevals de Troie de l'intérieur pour réussir à faire ce que Jean-Louis Laville expliquait que les coopératives n'avaient pas réussi à faire, mais ce qu'on pourrait arriver à inverser la tendance en se servant de ce cadre, mais en obligeant ou en faisant en sorte que son opérationnalisation puisse se faire au niveau des territorialités, des collectivités territoriales. Voilà ma question. Et peut-être à ce moment-là, juste un mot, plus que changer d'échelle, c'est changer l'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, si on raisonne, par exemple, sur l'industrialisation, il n'y a pas qu'un modèle d'industrialisation qui est basé justement sur les économies d'échelle. Il y a eu des modèles qui ont fonctionné. On peut prendre les systèmes locaux de production. Je pense que ce qu'on doit faire en agriculture aujourd'hui, c'est des systèmes locaux de production-consommation. Et donc, se baser peut-être sur des modèles qui ont été oubliés, et qui peuvent nous montrer qu'il ne s'agit pas d'une croissance verticale. Changer d'échelle, ce n'est pas ça. C'est bien changer l'échelle, raisonner autrement, faire des réseaux territorialisés, faire des accompagnements dont parlait Sophie Swatton à l'instant, faire qu'il y ait des milieux dans lesquels il y ait des apprentissages qui se fassent au fur et à mesure et dans lesquels les gens soient protégés pendant ces apprentissages. Et donc, ça veut dire vraiment raisonner autrement et changer l'échelle plutôt que changer d'échelle comme d'habitude, je dirais. Mais ça passe aussi par changer aussi le système PAC qui est derrière. Sinon, on n'arrivera pas à faire à changer l'échelle, comme vous dites. Peut-être, oui, si je peux juste compléter suite à ces deux interventions. On tape sur la PAC, mais il faut bien voir que la PAC a été un succès, dans le sens où, lorsqu'elle a été mise en œuvre, ses principes, c'était d'assurer en Europe une autosuffisance alimentaire que l'on n'atteignait pas. Et à ce titre, fournir à tous les Européens une alimentation en quantité suffisante, cet objectif, il a été atteint. Et les agriculteurs se sont effectivement engagés dans des modes de production pour lesquels ils étaient totalement incités et dont il est extrêmement difficile pour eux de sortir. C'est une véritable prise de risque, a fortiori pour des exploitations agricoles qui, dans un très grand nombre de cas, sont dans une situation économique extrêmement difficile. On rappelle que les chiffres de l'INSEE, c'est environ 30% des exploitants agricoles qui touchent moins de 350 € par mois. Ils ont parfois des revenus complémentaires, mais dans un certain nombre de cas, non. Il faut bien voir aussi, ça, je rejoins ce qui a été dit sur l'importance des aides publiques dans le revenu de la rémunération des agriculteurs. Grosso modo, les aides de la PAC, les aides du premier pilier, couvrent à peu près 100% du revenu courant avant impôt de tous les agriculteurs français, avec une disparité extrêmement forte de cette part des aides publiques dans le revenu des agriculteurs en fonction du type de production. Mais voilà le gros de l'équilibre, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui effectivement une agriculture qui, lorsqu'elle est regardée de manière extrêmement macro, eh bien, ne tient que grâce à ces aides publiques. Donc il faut effectivement changer de paradigme. On est dans un contexte européen
qui ne simplifie pas les choses, c'est-à-dire qu'il faut voter, réagir à 27, convaincre une majorité de parlementaires, convaincre une majorité d'États membres. Donc, on est sur un processus politique de négociation qui est extrêmement lourd, extrêmement complexe. Donc, il faut aussi l'avoir en tête. Ça explique aussi ces étapes qui sont sans doute des étapes un peu progressives et trop lentes par rapport à l'état, notamment du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, mais ça explique aussi la lenteur de l'évolution de cette transition, de ce paquebot administratif qu'est la PAC. Mais les choses ont un peu bougé et continueront sans doute de bouger. Mais je crois vraiment fondamentalement à la nécessité d'aligner cette ambition territoriale, locale que vous avez tous évoquée, avec ce cadre européen qui est fondamental. Et on a un peu trop tendance aujourd'hui à ne pas parler de la PAC, en disant en gros c'est un sujet compliqué, c'est très technique, donc ne l'abordons pas et misons tout sur les initiatives locales. Les initiatives locales sont indispensables, mais on atteindra l'objectif de transition agroécologique que si et seulement si on mobilise massivement les aides publiques de la PAC, parce que le principal déterminant de changement est là, et sans doute pas uniquement au niveau des collectivités territoriales. Et comme vous l'avez dit, Julien, tout ça, c'est une négociation à 27. C'est hyper compliqué de faire avancer. Vous avez parlé de lourdeur administrative. Est-ce que les États membres ont des marges de manœuvre, oui, la France par exemple, pour aller de l'avant, pour faire des choix de meilleurs choix, ou enfin des choix plus conformes à l'impératif social et écologique dans l'allocation des aides européennes? Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre nationales, à la fois sur un plan juridique, administratif, et sur un plan de la compétition intra-européenne dans un jeu de marché ouvert? C'est une première question que j'avais envie de vous poser. Et une deuxième qui est liée, c'est comment votre proposition de bonus-malus a-t-elle été accueillie par les différentes parties prenantes de sujets, que ce soit les syndicats agricoles, les pouvoirs publics, et est-ce que ça a eu des suites? Alors, sur la première question, la difficulté, c'est qu'on a une politique européenne, historique, je l'aurais dit, qui a été conçue comme si tous les États membres présentaient les mêmes types d'agriculture, avec des outils, des instruments communs, alors qu'il y a une diversité de modes de production, de structures d'exploitation agricole, de systèmes alimentaires qui est formidable en Europe. Et c'est aussi pour ça que dans le cadre de la réforme qui s'est ouverte et qui est encore en cours de discussion, une plus grande subsidiarité, c'est-à-dire une plus grande adaptation en fait de ces règles européennes au contexte national, a été proposée avec ce que la Commission a appelé les plans stratégiques nationaux qui vont être élaborés, qui sont en cours d'élaboration au sein de chaque État membre, et qui visent vraiment à concevoir un cadre de mise en œuvre de ce premier pilier de la PAC, un cadre de conditionnement du versement de ces aides directes aux agriculteurs. Donc oui, il va y avoir aujourd'hui une plus grande subsidiarité, une plus grande possibilité d'adaptation des mesures de la PAC aux réalités de terrain que ça existait auparavant, même s'il y avait des mesures qui étaient très, très locales, notamment les mesures agro-environnementales et climatiques du deuxième pilier. Donc cette subsidiarité, cette adaptation, oui, elle sera possiblement mise en œuvre. Reste à savoir comment, ce qui va sortir des négociations qui sont en cours au ministère de l'Agriculture sur ce futur plan stratégique national. Sur la deuxième question, comment ça a été perçu? Le monde agricole est très, très éruptif. Donc, à partir du moment où vous mettez dans le débat public des éléments qui sont un peu hétérodoxes, vous suscitez des réactions animées, on va le dire comme ça. Du coup, donc, le rapport qui comportait ces bonus-malus et qui, en plus, évoquait
la possibilité d'une remise à plat des critères de versement de ces aides. Ce qu'on a proposé dans le rapport de France Stratégie, c'est d'aller à un versement des aides non plus en fonction des surfaces agricoles, mais en fonction du nombre d'actifs par exploitation agricole, afin de soutenir l'emploi agricole, qui est en chute libre depuis les années 50, et aussi pour soutenir cet emploi agricole qui est indispensable en agroécologie, parce que globalement, l'agroécologie nécessite plus de main-d'œuvre. Donc sur ces deux aspects, bonus-malus et aide répartie aux actifs, il y a eu effectivement des réactions assez clivées. Pour dire les choses très simplement, du côté de la Confédération paysanne, il y avait plutôt un accord, du côté de la FNSEA et de la coordination rurale, un désaccord. Et ensuite, ces points ont été mis dans le débat public, ont fait l'objet de discussions, et l'idée de paiement pour services environnementaux, de bonus-malus, d'aide aux actifs, fait son chemin tranquillement. Il est clair, mais ça, on en avait parfaitement conscience quand on a réalisé le rapport et quand on l'a rendu public, que ce que l'on préconise ne peut pas se mettre en œuvre là, maintenant, tout de suite. On est sur des réflexions de temps extrêmement long. Mais je pense qu'on a contribué au débat en mettant, voilà, je le redis, des éléments factuels, chiffrés, quantifiés, qui permettent de faire avancer les choses et qui permettent à un certain nombre d'acteurs, notamment dans la sphère professionnelle agricole, de se mobiliser pour faire bouger les lignes. Merci beaucoup. Une question que nous envoie notre dans l'auditoire. Une question sur le CETA, le Mercosur, que je trouve effectivement très, très pertinente. Comment dépasser, contourner les modèles du CETA, Mercosur pour sortir les agricultures de la compétition? C'est un peu la question que vous posez tout à l'heure aussi au niveau européen, mais c'est vrai qu'elle se pose au niveau international, et réussir des changements profonds dans nos modèles agricoles. Ouais. Et ce type de réflexion est-elle partagée dans le cadre de la préparation du sommet des Nations Unies sur l'alimentation, UN Food System Summit? Ouais. Mais je pense que c'est surtout la question de la compétition internationale qui est posée. Ouais. Enfin, pour répondre simplement, c'est une question qui est centrale. Si on engage une transition au niveau national ou européen et que l'on favorise ou que l'on permet l'importation de produits qui ne respectent pas du tout les critères environnementaux, sociaux qu'on essaye de se fixer, ça n'a pas beaucoup de sens. Dans le rapport qu'on a publié à France Stratégie, on a posé le sujet, mais on ne l'a pas traité, tout simplement parce qu'on avait suffisamment le sujet de la réforme de la PAC en soi était suffisamment complexe pour ne pas avoir à ouvrir d'autres fronts. Mais il est clair qu'il faut poser la question de ces grands traités internationaux. Il faut aussi poser la question plus large d'un certain nombre de mesures qui peuvent être mises en place au niveau européen, au niveau des frontières européennes. Je pense à un ajustement carbone aux frontières, une taxe carbone aux frontières qui peut concerner l'agriculture et qui peut concerner toutes les productions de manière générique. Mais c'est clair que toutes ces grandes réformes, elles doivent absolument être mises en perspective et mises en cohérence avec ces grands traités commerciaux internationaux sur lesquels il faudra sans doute revenir, ou en tout cas, à minima, mettre des jalons, des obligations environnementales extrêmement strictes ou aussi strictes que celles qu'on s'impose au niveau européen pour que ça tienne d'un point de vue économique. Une autre question que je relève, il y en a beaucoup, je pense que malheureusement je ne pourrais peut-être pas toutes les prendre, mais je prends celle-ci. Comment réorienter le système organisationnel de soutien à la mise en œuvre de la PAC, chambre d'agriculture, entre parenthèses, et appui technique? Donc c'est un peu la question des échelons intermédiaires et territoriaux. Quel système de gouvernance, selon vous, serait-il pertinent pour soutenir cette transition agroalimentaire? Quelle articulation entre les échelles? Donc, je crois effectivement ça pose cette question du rôle des chambres, des différents instituts techniques dans la mise en œuvre de ces orientations. Je ne sais pas si elles ont un pouvoir, un rôle à jouer. Passer d'un système agricole, donc un système d'exploitation conventionnel à un système agroécologique, c'est par définition une prise de risque pour un agriculteur. Une prise de risque financière, une prise de risque technique,
une prise de risque agronomique parce qu'il faut réinventer son système de production, revenir à des modes de production qu'il n'a peut-être plus l'habitude d'utiliser, voire pour lesquels il n'a pas reçu d'enseignement au niveau des lycées agricoles. Donc, c'est effectivement tout le système de formation initiale, de formation continue, d'appui technique qu'il faut repenser. Les chambres d'agriculture ont un rôle à jouer, bien évidemment. Les instituts techniques des filières agricoles ont un rôle central à jouer. Et donc, il faut aussi, au niveau de ces institutions, qu'il y ait un changement de paradigme. Des choses ont été faites, des choses ont avancé lorsque, en 2014, la loi d'orientation agricole a fixé le principe agroécologique dans la loi comme étant un principe d'avenir vers lequel l'agriculture devait se tourner. Il y a eu progressivement des mutations, il y a eu des contrats d'objectifs avec les instituts techniques qui ont été passés, qui inscrivaient cette dimension agroécologique. Les référentiels pédagogiques au niveau des formations initiales dans les lycées agricoles ont également été modifiés, mais les choses évoluent lentement par définition, et sans doute pas suffisamment rapidement, mais cette lenteur-là, au regard de l'urgence climatique, de l'urgence de l'érosion de la biodiversité, elle est, je le redis, compréhensible aussi du fait de la prise de risque que ça constitue pour les agriculteurs. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement financier, en plus de cet accompagnement technique, qui soit à la hauteur. Merci beaucoup, Julien. Un autre sujet sur lequel j'aimerais qu'on se penche, c'est un peu la question de l'exclusion en agriculture et l'exclusion des systèmes agroalimentaires et les gens qui essayent d'opérer un peu sur les marges du système. Il y a quelque chose un sujet dont on parle beaucoup quand il est question d'économie autrement, c'est le revenu universel, justement pour pouvoir réaliser des projets que le marché justement ne rémunère pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont à la fois en situation de précarité, à la fois porteuses de projets de transition, mais qui ne peuvent pas se lancer faute d'un minimum de sécurité, en particulier des jeunes. Est-ce qu'il faut inventer un revenu de transition écologique universel? Ça, c'est une question que j'aimerais vous poser, Sophie. Et là encore, n'hésitez pas pour le public à envoyer vos questions sur ce sujet ou d'autres. Et à nos invités d'intervenir aussi à la suite. Sophie, vous voulez… Ouais. Oui, alors merci pour la question. Je vais faire le lien avec ce qui vient d'être dit par Julien Fausse. Il y a cette idée de lenteur qui est problématique mais compréhensible. Il y a cette idée de prise de risque, je reprends les termes que vous avez employés, pour les agriculteurs. Et donc, c'est précisément pour elles, aussi pour eux, que j'ai pensé ce dispositif d'un revenu de transition écologique en pensant le cadre théorique qui est bien celui de l'ESS, je précise. Donc, on n'est pas à la base idéalement théoriquement, plutôt dans le champ des communs, même complètement, dans cet héritage-là. Et ce que je me suis rendu compte effectivement en faisant beaucoup de recherche-action et j'enseigne l'ESS, etc. Puis je coordonne un master en fondement et pratique de la durabilité avec beaucoup de projets étudiants. Donc ça rejoint votre question aussi des jeunes, qu'on voit beaucoup aussi émerger, ces jeunes, qui veulent se lancer dans des projets, des nouvelles activités qui ne sont pas encore rentables au sens économique du terme, on va dire. En tout cas, ils ne peuvent pas en vivre correctement et se retrouvant effectivement à devoir cumuler différents emplois pour arriver à faire de leur hobby le week-end, quand ils en ont encore un petit peu le temps. Voilà. Donc, pour revenir à l'exemple concret de l'agriculture, je dirais que ce que je me suis rendu compte, effectivement, c'est qu'on me disait, ma petite dame, c'est bien sympa là d'arrêter le glyphosate, les pesticides, mais je fais comment? J'ai une famille où il y a une prise de risque, ça j'ai entendu un nombre incalculable de fois, pour juste sécuriser ce changement. Parce qu'il y a quand même, qu'on le veuille ou non, avant le changement d'échelle, il y a un changement individuel, cette fameuse transition. Donc, si on parle de transition, c'est qu'on est bien… c'est peut-être la solution à la schizophrénie, enfin, en tout cas, une des éléments pour la comprendre. C'est que si on transite, c'est qu'on va vers quelque part, mais on part bien de quelque part. On ne peut pas nous demander déjà des résultats, d'être arrivé quelque part alors qu'on y va. Donc, forcément, ça prend du temps. Mais en même temps, on a besoin, ce timing, il est fondamental, on a besoin que tout de suite, ces personnes, vous avez évoqué Frédéric Bossier et plein d'autres, font déjà la transition et puis s'épuisent à la faire. Donc, l'idée, c'est que ces agriculteurs qui nous disent « oui, j'aimerais bien transiter, mais on fait comment ?» puissent avoir, je dirais, une triple sécurité. Donc, pas simplement, on n'est pas juste dans un cas d'un revenu de base inconditionnel, mais ça serait plus… alors, ça pourrait être universel, mais universellement…
un soutien universel à une activité inscrite dans les limites planétaires, si vous préférez, qui passe sens, hein, parce qu'on a 10 ans pour agir encore. Donc, l'idée, ça serait de leur proposer un revenu, complément de revenu, donc une sécurité financière, qu'on le veuille ou non, ça reste un élément central, hein, on a besoin d'avancer. Donc, une sécurité, un revenu donc conditionné, mais accessible à tous, à partir du moment où on rentre dans cette activité de critères prenant en compte des critères d'urgence écologique et sociale. Deuxièmement, c'est de leur proposer une formation adaptée, un accompagnement. Donc, de se demander si on a besoin, voilà, qu'est-ce que ça signifie arrêter une activité pour se lancer dans une autre? De quoi est-ce qu'on aurait besoin? Donc, une formation adaptée. Et puis, troisièmement, une mutualisation. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que personne n'a envie de rester seul à faire sa transition dans son coin. Et que des initiatives, notamment en agroécologie, se disent « mais je veux bien, mais est-ce qu'il va y avoir pour ça, comme pour les AMAP ou les SEL, est-ce que des personnes vont m'acheter mes paniers Comment est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir me pérenniser mon activité dans le temps ?» Donc, même si on parle de nouveaux modèles économiques, on a quand même l'économie derrière. Donc, il faut se construire ces circuits courts. Ce n'est pas juste de transiter tout seul et de faire son maraîchage ou de faire sa production. Ensuite, se pose la question de qui va s'engager à la racheter. Et donc là, vous voyez, peu à peu se dessine cette idée de circuit en fait sur un territoire donné, c'est-à-dire la production à l'épicerie, à la mobilité, au livrage. Donc c'est comment est-ce que ce modèle de résilience sur un territoire au niveau de l'alimentation va pouvoir se faire. Donc l'idée d'un revenu de transition écologique, c'est ça, c'est de proposer un revenu, une formation, une mutualisation et au sein de coopératives d'un genre nouveau, Jean-Louis l'a dit, qui sont des coopératives de transition écologique, un terme générique pour rassembler différentes parties prenantes, c'est-à-dire pas simplement des coopérateurs, comme on l'a vu, qui peuvent à terme ne fonctionner que pour leur intérêt, notamment financier, en oubliant l'intérêt collectif, mais c'est de prendre également au sein de cette coopérative des collectivités publiques qui seraient partie prenante de la démarche, des associations, des ONG, différents collectifs, des entreprises inscrites dans une démarche de responsable. Il n'y a pas que des entreprises non plus cotées en bourse, il y a des TPE, des PME qui souhaitent complètement s'engager, revoir leur modèle économique. Donc, c'est comment, dans une approche inclusive, avec donc des coopératives de transition écologique qui ont une triple fonction, je dirais, une fonction bien sûr de financière, d'accord, mais une fonction aussi d'outillage et puis une fonction de mutualisation. Donc, comment au sein de ces coopératives qui ferait sens, à mon sens, au niveau de la région, à l'échelle de la région, je pense que ça sera monté progressivement en puissance, on arrive un petit peu à mettre en œuvre des chevals de Troie, des chevaux de Troie, on pense à un cheval et puis on descend, pour petit à petit, avec des financements, on pourra aborder cette question, mais petit à petit, assurer ce changement d'échelle. En fait. C'est qu'on veut à la fois, avec une autre échelle, faire un changement d'échelle. Voilà, donc je m'arrête là peut-être pour répondre à votre question, pour garder la fluidité des échanges si vous le souhaitez, ou j'enchaîne. Oui, je ne sais pas, Jean-Louis Aville ou Emmanuel, vous avez envie de réagir Non. Moi, je pense que j'y reviendrai beaucoup. Je crois que je partage beaucoup votre avis sur cette notion de transition personnelle aussi. C'est bien une question de changer son propre mindset, sa propre vision des choses qui permet de se mettre en mouvement d'eux. Et c'est ce qu'à grande échelle, les entreprises feront, les plans de transformation avec les limites qu'on pourra avoir. Mais voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce sujet. Intéressant dans la proposition que formule Sophie Swatton, c'est d'articuler le revenu avec la question de la formation et de la mutualisation, parce que généralement, c'est déconnecté, et je crois qu'effectivement, la solution résulte de la synergie entre ces différents leviers. Et de ce point de vue-là, moi, je n'ai pas du tout de préjugés contre la coopérative, bien au contraire. Simplement, je réfléchissais sur les limites historiques des coopératives agricoles, mais il y a aujourd'hui un mouvement de coopératives qu'on pourrait appeler multiparties prenantes, dont l'exemple là est une illustration. Et il me semble qu'il s'agit bien, à travers ce biais, de relier les acteurs d'un même territoire. C'est ce qu'on voit aussi dans le remarquable ouvrage de Yuna Chifolo sur les circuits courts alimentaires. C'est qu'il y a aussi des gens qui étaient exclus, qui, parce qu'ils se sont retrouvés dans des réseaux sociaux avec des militants qui, eux, s'étaient engagés dans les circuits courts alimentaires,
ont retrouvé des nouvelles possibilités d'action parce que justement, leur premier souci, c'était l'isolement. Hein. Et il me semble que la proposition que formule Sophie est de ce point de vue-là très intéressante. Et où est-ce qu'on en est de cette proposition concrètement sur le terrain en France? Ça donne quoi? Alors oui, alors c'est une proposition que j'avais soumise à l'ex-maire l'ancien maire de Grande-Synthe, donc commune du nord de la France, qui était Damien Carême. Je l'avais rencontré lors des assises de la transition énergétique, donc c'était en 2019, en février. Et il était lui-même, ce qui est très intéressant, c'est qu'il était lui-même sur son territoire. Donc je rappelle que dans les Hauts-de-France, hein, donc dans sa région, le revenu médian est de 9 300 €. Le taux de chômage des jeunes, pour en reparler, hein, de quasiment 40%, donc un bassin très désindustrialisé. Donc le maire qui était en train de mettre en œuvre un minimum social garanti pour donc éviter cette précarité, hein, d'un certain nombre de personnes qui vivaient alors un seuil de pauvreté extrêmement élevé, a perçu le RTE, donc ce revenu de transition écologique, avec les coopératives comme, alors je le cite, hein, c'est pas moi qui le dis, la brique sociale, enfin la brique qui manquait à son dispositif, la brique complémentaire. Non pas, alors je précise, hein, c'est pas pour inventer la roue, il ne s'agit pas de partir ex nihilo, mais au contraire, il avait déjà, lui, sur son territoire, son père, déjà 20 ans, enfin 40 ans avant, avait commencé à replanter une forêt. Lui-même avait des initiatives de semences, de cirque avec des personnes en insertion, de construction de low-tech. La manière aussi, on n'en parle pas souvent, mais c'est les bénévoles, mais aussi les personnes âgées. Comment recréer aussi du lien intergénérationnel et pas simplement d'isolement social. Donc, comment il y avait une transmission dans des Fab Labs de menuiserie pour des jeunes en insertion. Donc, il avait lancé énormément d'initiatives en fait qui étaient là, lancées pas par lui, enfin par le territoire, des bibliothèques, des trocs, des selles. Et l'idée, c'est qu'il s'est dit, mais voilà, ce RTE au sein d'une coopérative permettrait de contrebalancer à la fois, parce que l'hypothèse que je développe, c'est que le social et l'écologique vont de pair, et puis qu'on ne manque pas d'activité, on manque d'emplois rémunérés. Donc, il y a vu un potentiel pour que ces jeunes qui commencent déjà en exclusion puissent ensuite avoir une activité, un emploi qui leur plaît, mais sur du long terme. Donc, on passe de l'assistance à un emploi, mais un emploi choisi, non pas subi, qui fasse du sens et qui soit directement inscrit dans ses limites écologiques et solidaires. Et donc, 2 mois après, il y avait un premier partenariat avec la fondation que j'ai créée. Hein, j'ai créé pour justement pallier à cette lenteur. Comme ça, je réponds aussi à Julien Fausse. Hein, non pas que je sois une fan à la base de faire des fondations. J'ai une âme de philanthrope à la base, mais c'était pour moi la réponse avec Zoé, vivre. Par rapport à une menace d'extinction des espèces humaines, je m'étais dit, bon, on est en transition, le RTE aura fonction à disparaître, mais en attendant, les ONG doivent aussi jouer leur rôle, non pas que tout repose sur elles, mais qu'elles jouent ce rôle-là pour capter, qu'on le veuille ou non, on a besoin de ressources financières. Il ne faut pas juste, bien sûr, à terme, on aimerait tous financer en nouvelle monnaie, en bons écologiques, mais en attendant, ce n'est pas le cas. Donc, une forme de cheval de Troie, je le redis, hein, mais de comment est-ce qu'on fait pour capter ces finances-là. Et donc, par la Fondation Zoën, puis l'association Zoën créée en France pour promouvoir sur les territoires tellement qu'il y a une demande des RTE et des coopératives de transition écologique. Donc, au mois de juin, la première CTE du Nord de la France a vu le jour. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, Antoine de Ravignan, c'est déjà 7 RTE qui ont été versés. Alors, déjà, c'est pas beaucoup quand on vise un changement d'échelle, mais c'est pas mal quand on voit l'impact que ça a déjà à peine 2 ans après la création. Donc, des personnes, je dirais, avec 2 profils, des personnes en conversion professionnelle qui souhaitent changer d'activité. Et ça, je dis que c'est important de penser aussi en théorie sur ces différents types de profils parce qu'on va en voir de plus en plus. Et on voit avec la crise sanitaire aussi à l'heure actuelle. Donc, des personnes, conversion professionnelle et puis en insertion professionnelle. Donc, on garde toujours les 2 niveaux d'inclusion du social et de l'écologique. Et puis aujourd'hui, les partenaires ne sont pas que des institutions financières, bien qu'il y ait aussi des filiales qu'on retrouve aussi chez Terra. Hein, donc il y a différents modes de partenaires, des collectivités, la région s'est engagée, la chaire ESS aussi intéressée, donc des chercheurs qui vont accompagner sa démarche de recherche-action. Et donc, la première CTE qui a été créée a pris un modèle de CAE, de coopérative d'activité d'emploi,
pour eux, moi, j'avais pensé le modèle avec plutôt une SIC, en pensant que c'était intéressant pour intégrer différentes parties prenantes, mais eux avaient déjà, et ça c'est important de signaler, on part de ce qui existe, en ce que je vous disais. Donc on part d'un diagnostic territorial de quels sont les communs à protéger, les communs naturels, en ressources, en eau, en forêt, et puis qui fait quoi déjà sur le territoire. On ne réinvente pas la roue. Donc quelles sont les associations qui font déjà, et est-ce qu'ils ont ou est-ce qu'elles ont envie d'aller plus loin? Est-ce qu'on a envie ensemble de créer un modèle économique, un nouveau, qui ne soit pas mainstream, qui soit différent, solidaire, dans lequel on met des fonds de départ, chacun comme une forme de pot commun, mais qu'on décide ensemble de qui doit être aidé selon des critères élaborés du territoire avec l'ensemble des acteurs. C'est pas juste une ONG qui décide, c'est pas que la mairie qui décide, c'est ensemble en fonction des critères d'urgence pour, au bout de 5 ans, et c'est là où le modèle économique est posé, qu'au moins la moitié des financements le soit par la coopérative de transformation écologique. Donc, la première a été faite, voilà, Tilt, elle s'appelle, comme un réveil, dans le Nord. Ils estiment qu'au bout de 5 ans, 120 entrepreneurs salariés, donc de changer cette manière de voir l'entrepreneuriat d'une manière classique, plutôt dans l'autogestion ou dans la manière de faire ensemble. Donc, 120 seront accompagnés avec un taux d'échec pris en compte d'une activité sur 2, ce qui est quand même énorme. Hein. On part du principe que 50% des activités pourraient échouer, en se lançant effectivement dans ça va du maraîchage, l'agroécologie, au low-tech, ces différents types de pédibus, de jardinage en forêt, quoi d'autre encore, de coach en durabilité, d'informaticien durable. En fait, ce sont tous les secteurs et les métiers traditionnels qu'il faut revoir sur ce prisme des limites planétaires. Donc ça, c'est pour le nord de la France. Et puis, très prochainement, la semaine dernière avait lieu le lancement de l'AG de la première CTE Audoise, donc le département de l'Aude qui est extrêmement investi, et la région d'Occitanie également, dans ce qui pourrait être en juin prochain la première CTE Audoise. Voilà. Et puis on a également Terra, effectivement, Nouvelle-Aquitaine, on est plutôt là dans la construction, et l'Est avec Épinal qui est en cours de discussion. Et puis sinon on a des dizaines de demandes de régions, mais là encore, j'ai envie de partager avec vous la lenteur et la difficulté que l'on rencontre aussi de garder à la fois les deux niveaux, c'est-à-dire de pouvoir répondre présent sur les actrices, les acteurs qui font territorialement. Énormément d'initiatives qui émergent et qui ont besoin tout de suite de soutien, pas dans 10 ans, tout de suite maintenant, et d'avoir de l'argent aussi concrètement. Ils n'ont pas le temps d'attendre qu'on ait une monnaie locale. Si on a une, tant mieux, mais ils ont besoin tout de suite de soutien pour transiter. Et puis en même temps, la lenteur des plaidoyers que je peux mener depuis 3 ans avec les ministères, l'État, jusqu'à Bercy encore la semaine dernière. Enfin, on a besoin d'expliquer ce qu'on fait pour, au moins, je pense aussi à nos amis territoires chômeurs de longue durée, pouvoir bénéficier de lois d'expérimentation pour, attention, ce dispositif s'ajoute. Il n'est pas question de refondre le système des minima sociaux avec un RTE, il n'est pas question de toucher aux allocations. Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors là, la PAC, ça serait une super piste. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une part des aides qui sont données soit financée en RTE pour pouvoir permettre la création de coopératives plus inclusives et pas laisser les agriculteurs, agricultrices tout seuls de leur côté, où en plus ils sont aussi maltraités, comme la PAC. On leur dit c'est votre faute, c'est pas évident non plus à porter. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer certains dispositifs conjoints à financement national pour pouvoir accélérer localement? J'espère en tout cas. Et puis nous, de notre côté, on continue de trouver des financements et d'agir avec la Fabrique des transitions, avec énormément aussi de partenaires parmi d'autres, pour fédérer nos efforts, mutualiser. Donc, ce qu'on fait avec la fondation, l'association, on le fait avec d'autres partenaires aussi, pour essayer de faire ce changement d'échelle à l'intérieur des territoires. Donc, voilà où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle. On est à un tournant. Donc, il y a un énorme potentiel. On pourrait aller jusqu'à 40 000 emplois créés dans 5 ans, mais on a aussi besoin d'une reconnaissance, alors ça on l'a par nos partenaires, mais d'un soutien aussi, ne serait-ce que formel, mais des autorités aussi compétentes. C'est ça, malheureusement, on ne peut pas se dispenser pour rejoindre ce que vous disiez tous. On a besoin de ces deux niveaux. Et nous, on est vraiment dans cette troisième voie. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour l'accélérer? C'est la question où on en est maintenant, à ce stade-là. Une question qui est plutôt une remarque d'un de
d'un des auditeurs, c'est sur les 3 propositions, sécurisation financière, formation, mutualisation. On a déjà les bases en France. Il y a des réseaux d'agriculteurs type CIVAM, des dispositifs d'appui à l'enseignement agricole. Est-ce que on rajoute pas un machin sur de l'existant, alors qu'il faudrait peut-être amplifier l'existant? Et je vous poserai la question d'une autre manière. C'est un peu étrange qu'une fondation suisse, d'habitude les fondations suisses, ça intervient dans les pays en développement. On a un pays, la France est un pays sous-développé. Non, mais en fait, je dirais oui, c'est quelque chose que je voulais dire depuis tout à l'heure. Oui, vous avez raison. Non pas sur la question sous-développée, mais sur l'effondrement du capital public. Ça, il faut le noter. On a quand même des structures. L'auditeur évoquait le réseau des CIVAM, évoquait un certain nombre de dispositifs existants. Oui, et bien le but, c'est de les utiliser. C'est de complètement les utiliser. Je vous disais que dans le nord de la France, il y avait eu une CAE, c'est parce qu'il y avait un dispositif Osons entreprendre dans l'insertion à Grande-Synthe. Donc, le but, c'est pas de réinventer la roue, encore une fois, c'est peut-être d'amplifier des dispositifs complètement. C'est de se greffer dans l'Aude, c'est un pôle de coopération territoriale économique qui a porté le projet. Alpinal, ça pourrait être un SCOT. Donc, c'est pas de réinventer la roue, c'est de se servir, quand je parle de structure démocratique et donc de coopérative d'un genre nouveau, c'est sur quoi on s'appuie, avec quels acteurs, qui fait déjà quoi, dont la formation. L'idée, c'est de l'amplifier, c'est exactement ça. Donc, c'est à la fois, je dirais, autre chose d'important qui a été souligné par Julien Fausse tout à l'heure, qui disait, mais au fond, c'est comme si l'agriculture était la même de partout en Europe. J'ai envie de vous dire, c'est pareil en France, il n'y a pas un territoire qui se ressemble, mais en même temps, on ne peut pas faire des aides différentes par chaque territoire, même si certains, la diagonale de l'Est, ont été un peu abandonnés aussi par l'État, se sentent en tout cas des fois abandonnés aussi par différents types d'aides. Donc, la question qui se pose, c'est comment prendre en compte à la fois les spécificités de chaque territoire, avec un canevas. Donc, ces coopératives, je dis toujours, c'est comme un patron dans ce que je vous dis là, ce modèle, mais un patron comme le tricot, non pas que je ne sais même pas tricoter, pour tout vous dire, mais oui, on tricote et chacun va, oui, ça sera bien l'illustration, le tricot, mais chacun va pouvoir faire un pull, une robe, ce que vous voulez, différent en fonction du maillage qu'il souhaite faire sur son territoire, en fonction des couleurs qui vont s'offrir à lui ou à elle, en fonction des tissus, etc. Donc, l'idée, c'est pas de réinventer la roue, c'est exactement de faire ça. Et puis, quant à la Fondation Suisse qui intervient, je vous le donne en mille, je suis complètement d'accord. J'ai moi-même j'ai beaucoup écrit sur la philanthropie, contre le social business, etc. Mais là, voilà, cette fondation, elle est là pour vivre, Elle est là pour développer, elle a plusieurs piliers, dont le pilier de développer des expérimentations. Donc, c'est en France, mais il y a aussi ailleurs, dans d'autres pays, c'est en préparation, en Suisse également. Le tout, c'est pour chaque pays, pour chaque région, de pouvoir s'adapter en répondant aux spécificités du territoire. Merci beaucoup, Sophie Swatton. On a beaucoup, jusqu'à présent, avec vous ou avec Julien, on a beaucoup évoqué le sujet du côté producteur, qu'il s'agisse de producteurs conventionnels ou de producteurs qui essayent, ou de candidats à l'installation, qui essayent de faire autrement à travers des petits systèmes territorialisés. Mais la transition agroécologique, ça se joue aussi en amont et en aval de la production agricole, avec les coopératives et les entreprises qui fournissent les producteurs en engrais, en produits phyto, semences, conseils, et en aval à celles qui assurent la collecte et la transformation. Est-ce que c'est Emmanuel Delcourt, ces acteurs aussi peuvent être des acteurs de la transition? Est-ce que ce sont au contraire on les voit plutôt comme des freins, mais est-ce qu'on a raison de le voir uniquement comme ça, et où sont les leviers de changement? Peut-être permettez-moi, avant d'aller directement à la question, de donner un petit coup de rétroviseur et de comprendre comment s'est construit notre système. Rappelons-nous, à la fin de la Seconde Guerre, la France est par terre. Il s'agit très vite de lui redonner une autonomie pour éviter de dépendre du blé russe. Les Américains se disent on va faire le plan Marshall, comment on va faire pour relancer l'agriculture au cœur de la Creuse ou de la Lozère, et ils envoient des sociologues, ils se disent tiens, initions le système coopératif, ça nous permettra d'avoir par canton une structure, et nous on discutera avec une organisation nationale. Les Français, étant obéissants mais pas complètement, vont faire 2 structures,
une catholique de droite, une protestante de gauche. Et voilà qu'on va faire émerger ce système coopératif qui va quand même permettre à la France de sortir. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même du rationnement plusieurs années après la guerre. Et l'enjeu, c'était quand même de manger, de nourrir la France. Et ce système a réussi ce challenge. Dans les années 60, on arrive à la décolonisation. L'Algérie nourrissait Paris, Lyon, Marseille. Et de nouveau, on a dit au système, eh bien, écoutez, ce serait bien de produire un peu plus, le tout en s'accompagnant avec la PAC, on va construire l'Europe, produire plus, sécuriser notre peuple, etc. Et on a joué le jeu, du moins le système a joué le jeu et a délivré. Puis dans les années 80, il y a eu l'inflation, puis on s'est dit, bah, ce serait bien de diminuer la part relative de l'alimentation dans le budget des ménages, parce que quand même, il faut... Et de nouveau, le système, dans des conditions fabuleuses, hein, on est passé de 20 quintaux l'hectare à plus de 80 en un siècle. On est passé de 3000 litres de lait par vache à 8000 litres. Donc ce système a quand même réalisé une prouesse de passer d'un État qui était une agriculture par terre à une puissance mondiale exportatrice. Le tout dans des conditions, somme toute, la durée de vie en France a complètement explosé. Donc ça veut dire que ce qui était fait n'était quand même pas si mauvais que ça pour la santé. Alors ce système, pour faire tout ça, je pense il était dopé à deux sujets. Le premier, c'est qu'il était dopé au pétrole. Ben oui, il a évidemment mécanisé, il a évidemment fertilisé, donc les ammonitrates issus de l'urée, issus du gaz. Il a aussi été addictif, donc il y a eu toute l'alimentation animale aussi, aujourd'hui avec les importations notamment de tourteaux de soja. Il a été addictif à la logistique. Il fallait pouvoir ramasser des grandes quantités partout sur tout le territoire. Les directeurs de coopératives ont eu pendant très longtemps, et je pense qu'il y en a encore certains qui l'ont, ils ont une prime variable en fonction du nombre de cartes grises de leurs camions. Parce qu'en fait, leur objectif, c'est d'avoir le plus de camions possible. Parce que c'était un signe de leur capacité à investir pour les collecter. Et donc, on a créé un système, évidemment, qui est très dépendant du carbone, mais comme l'ensemble de beaucoup d'industries, mais sauf que là, on est sur l'agro-industrie, donc ça nous a amené quasiment vers une industrie lourde. Et qui a pris donc ce deuxième dopage qui a été évidemment aussi, quand vous êtes dans un système industriel, c'est la course à la taille. Puisqu'il faut investir beaucoup pour faire des plus grosses usines, pour diminuer vos coûts fixes, pour pouvoir attaquer des marchés étrangers, et vous rentrez dans cette logique de globalisation qu'on a connue et qu'on a construit. Alors, avec aussi des côtés très positifs, hein. Moi, je suis breton d'adoption. La Bretagne, il y a encore moins de 20 siècles, les gens ils étaient obligés d'aller à Terre-Neuve pour pêcher la morue pendant plusieurs mois, parce qu'en Bretagne, la situation était difficile. Donc, ce développement de l'industrie a aussi permis de développer tout un écosystème pendant des années. Alors aujourd'hui, on arrive, et ça fait, j'ai envie de dire, ça fait 30 ans qu'on est en crise. J'entendais dans une des conférences, quelqu'un avait dit, ouais, peut-être l'entrée de la crise, c'était la vache folle. C'est-à-dire l'idée de faire manger des farines animales à un ruminant a quand même été le début d'un problème. En tout cas, je ne sais pas si c'était la vache folle, mais il faut dire qu'on est vraiment, la crise est très profonde aujourd'hui. Elle est profonde d'abord au niveau agricole, le nombre d'agriculteurs diminue, leur revenu n'est pas du tout satisfaisant dans beaucoup de filières, le taux de suicide des agriculteurs est extrêmement important, le taux de transmission va être faible, et moi je connais beaucoup d'amis agriculteurs qui me disent « je ne veux pas transmettre à mes enfants car je ne vois pas d'avenir », alors que quand on fait ce métier, c'est normalement dans une logique patrimoniale et de transmission. On a des sentiments d'agribashing, des agriculteurs qui se font insulter dès qu'ils vont travailler au champ, des élevages qui sont complètement repliés, des fermes qui sont devenues des forteresses. On ne peut plus rentrer, on ne peut plus voir, des choses qui sont... Il y a une forme de repli sur soi, il y a un mal-être qui est très perceptible, qui est très vrai. Il y a évidemment des problèmes sanitaires, hein, avec les crises d'élevage qu'on peut connaître ici ou là. Et puis surtout, et on ne se le dit peut-être pas suffisamment, mais on a une crise quand même environnementale et climatique à très grande vitesse. C'est la première fois on touche du doigt l'évolution climatique. Les maraîchers en Bretagne Sud sont obligés de peindre leurs serres l'été tellement la lumière devient forte. Et ils commencent à le faire en Bretagne Nord depuis 2-3 ans. C'est-à-dire qu'on voit une évolution. Je voyais qu'il y a des vignes qui sont apparues du côté de Reims, etc. Donc on est en train de toucher du doigt la tension climatique, à la fois d'un point de vue chaleur, d'un point de vue lumière, et aussi d'un point de vue ressources en eau, hein, avec aussi des fragilités. Par exemple, pour les élevages bio sont beaucoup plus fragiles
les élevages laitiers bio sont beaucoup plus fragiles à ces crises climatiques parce que les bêtes sont à l'extérieur et pas forcément en stabule, et ils dépendent de foin que généralement ils ont fait sur place. Voilà. Donc on voit aussi des vulnérabilités qui sont différentes en fonction du type d'industrie. Mais donc cette crise, elle est vraiment systémique. Et puis on a des acteurs économiques qui ont décroché. Aujourd'hui, on entend parler ici ou là des importations, mais on se retrouve en face de gros acteurs, qu'ils soient européens, hein, comme l'Allemagne ou l'Espagne, qu'ils soient internationaux, comme le Brésil ou la Russie, et qui font que l'agriculture française n'a plus non plus cette compétitivité qu'elle a eue, avec des outils industriels qui sont vieillissants, qui sont très capitalistiques, et donc des difficultés pour ces structures à investir et à monter, donc avec des enjeux aussi de pérennité industrielle extrêmement importants. Et donc, cette crise, elle force forcément ces entreprises qui sont devenues très importantes. Il y a plus de 9 coopératives qui sont dans le top 25 des groupes agro-industriels français, qui représentent plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires chacun. Donc, on a des très grosses structures et qui se retrouvent dans cette crise que le Covid n'a juste, j'ai envie de dire, a accéléré, a mis en exergue quelque chose, a mis en tension complémentaire quelque chose qui l'était déjà. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre elles ont déjà commencé ou engagé ce qu'on va appeler des programmes de transformation. Alors, transformation, moi j'ai été directeur de la transformation 1 an avant de prendre le job. Je n'imaginais pas qu'on pouvait avoir ce type de fonction. Je me suis intéressé au biomimétisme. Ce qui est intéressant, c'est la chenille qui va devenir papillon. Je trouve que c'est un exemple intéressant de formation et transformation. Et la chenille, quand elle devient papillon, elle va se mettre dans sa chrysalide et tout va changer de place. Le cerveau, les yeux, l'appareil digestif. Ça va être vraiment une mutation extrêmement importante de l'ensemble du système. Et cette transformation, d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que la chrysalide, on ne sait pas quand elle sort. Ça va dépendre des paramètres extérieurs, d'humidité, de température, etc. Et en tout cas, quand le papillon sort, les 2 premières heures, il ne fait rien parce qu'il doit recalculer le monde. C'est-à-dire qu'il est arrivé en rampant et il est obligé de recalculer parce qu'il va se déplacer. Et ça nous montre en perspective les enjeux de transformation auxquels les entreprises sont appelées, parce que ces entreprises, pendant 50 ans, elles ont répondu à la commande publique, elles ont répondu à la commande citoyenne, elles ont délivré ce qu'on leur demandait. Et là, depuis quelques années, maintenant ça fait 10 ans, 20 ans ou 30 ans, mais le temps est toujours très long en agriculture parce qu'il y a des adages qui disent que ce n'est pas parce qu'on tire sur un grain de blé qu'il pousse plus vite, etc. Donc tout ça, ça prend du temps, mais aujourd'hui, on a des entreprises qui effectivement vont être amenées à revisiter, à se repositionner. Et pour ce faire, il y a des vrais enjeux de transformation aussi au niveau de la gouvernance, que ce soit des administrateurs, que ce soit des élus, et puis des enjeux de transformation aussi au niveau du management, puisqu'on était dans des entreprises qui, par taille, étaient aussi des entreprises très pyramidales. Et on voit bien que, vu dans des systèmes complexes, avec des obligations de réactivité, il y a aussi des nécessités d'explorer, de travailler autrement, de faire émerger des initiatives, faire émerger de nouvelles solutions. Et je pense que c'est pour ça que cette transformation, elle nécessite aussi une transition à l'intérieur des propres systèmes, décideurs, opérationnels, à grande échelle. Et ça se fait aussi par des grands enjeux de formation. Et je pense que c'est très important de sensibiliser et d'ouvrir les écosystèmes les uns aux autres. Moi, ce qui m'attriste souvent, c'est de voir les choses qui se clivent. Je pense qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Le système agroalimentaire, l'agriculture est un tout et on a tous besoin les uns des autres. Il faut un écosystème. On parle beaucoup de permaculture pour la culture, mais je crois qu'il faut parler de permaculture aussi dans les systèmes. On aura besoin de gros, de petits, de nouveaux, de territoriaux, de locaux, mais on a aussi des obligations internationales par rapport aux céréales, etc. Donc il y a aussi des choses à envisager, à réfléchir. La réponse ne peut pas être simple et unique, elle doit être diversifiée et nécessite, en tout cas, pour ces grosses industries agroalimentaires, d'avoir des profondes transformations pour accompagner les enjeux de transition, qu'ils soient économiques, écologiques ou sociaux.
Voilà un petit peu en quelques mots ce que je voulais vous partager. Merci pour ce tableau, Emmanuel Delcourt. Mais est-ce qu'il y a des exemples de bonnes pratiques dont on peut s'inspirer dans ce secteur ou dans d'autres d'ailleurs? Vous parliez de gouvernance, de changement de gouvernance, de changement dans le management. Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent, des exemples qui vous paraissent intéressants, qui pourraient inspirer dans ce secteur? Donc, des coopératives qui mènent leur propre introspection et qui réfléchissent et qui revisitent le lien avec leurs adhérents, puisqu'en fait, c'est quand même la coopérative, l'idée, c'était quand même de grouper un ensemble de producteurs pour trouver du sens et pour répondre à leurs enjeux personnels et territoriaux. Il y en a évidemment beaucoup et qui avancent, qui font du chemin. Aujourd'hui, ça reste souvent des coopératives. C'est vrai que c'est des exercices qui sont plus faciles à mener sur des plus petites tailles, dans des enjeux de diversification aussi. Parce que c'est vrai que se transformer, c'est prendre un risque, c'est aller vers un inconnu, c'est changer de paradigme. Et dans l'agriculture, on a une aversion au risque. Parce que quand on se trompe, l'agriculteur, s'il se trompe, il n'a plus de récolte, ou il n'a rien. Et c'est ça qui rend les choses difficiles. Et c'est pour ça que ces explorations, ces initiatives, aujourd'hui, fonctionnent bien dans des petites coopératives assez diversifiées ou très territorialisées. D'un point de vue management, bien sûr, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train d'émerger parce que ce problème de transformation de management, il est dans les industries agroalimentaires, mais comme dans plein d'autres entreprises. Les jeunes aujourd'hui ont des aspirations dans des modes qu'on appelle les startups, etc., pour retrouver du sens à leur travail. Et donc là, il y a les travaux de Frédéric Laloux sur Réinventons les organisations, qui définit les organisations opales, qui définit des nouveaux modes de travailler ensemble, de coopération, de facilitation, des systèmes holocratiques, etc., qu'on voit s'approprier. Moi, je fais partie d'une coopérative qui s'appelle Mobicop, qui a fondé tout son système de gouvernance sur des collectifs de citoyens. Donc, on voit l'émergence et la catalysation d'énergie de citoyens qui aspirent à des profondes transformations de leur société pour défendre les biens communs. Et je crois qu'il faut que ces entreprises puissent s'ouvrir à ces parties prenantes, à ces initiatives, à cette dynamique pour se laisser percoler et utiliser tout leur pouvoir économique, parce que c'est quand même des entreprises qui ont des leviers économiques colossaux, qui ont des capacités importantes, justement pour initier et engager ces démarches nécessaires. Vous êtes d'accord, Jean-Louis Laville? Oui, je suis d'accord, avec toutefois l'idée que je ne voudrais pas qu'on soit dans un monde trop enchanté dans lequel il suffirait que tout le monde fasse un effort et puis on a besoin de tout le monde et puis il faut un peu de tout pour faire le meilleur des mondes. Je crois que ce qui est nécessaire aujourd'hui dans le domaine agricole comme dans d'autres, c'est que puissent s'exprimer des conflictualités démocratiques. Parce que la démocratie, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est au contraire la capacité à régler des conflits sans tomber dans la violence. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu trop dans une simili-transition, avec toute une mélasse consensuelle dans laquelle tout le monde pourrait contribuer, et puis en se donnant la main, tout irait mieux. Je pense qu'il faut que l'on arrive à identifier quels sont les alliés, quels sont les adversaires, qui aujourd'hui, sur un territoire, effectivement, avance. L'expérience de Mobicop que vous mentionnez paraît tout à fait stimulante et on voudrait en savoir plus. Mais il y a aussi des gens qui font obstacle et je crois qu'il faut les identifier parce que sinon, on va finalement ronronner dans une simili-transition alors que l'urgence, l'impératif est là. Et je pense qu'il y a des gens qui s'opposent et qu'il faut identifier les acteurs qui s'opposent pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller dans le sens qu'indiquait Julien Fausse, sur lequel je crois on s'accorde tous, c'est-à-dire à la fois œuvrer à partir des initiatives du bas, mais aussi changer les régulations publiques, changer l'action publique pour qu'il puisse y avoir un mouvement venu d'en haut et un mouvement venu d'en bas qui puissent se rencontrer. Oui, Julien Fausse, vous voulez peut-être compléter? J'ai une question. Comment sortir d'un développement fondé sur le volume et aller dans le sens d'une multifonctionnalité de l'activité? Donc, je pense effectivement c'est
C'est l'idée de sortir ce schéma du produire, massifier la production. Il vaut mieux plutôt aller vers la qualité, diversifier. Est-ce que il y a des outils de politique publique qui permettent d'aller dans ce sens-là, comme le disait Jean-Louis Laville? Oui, alors on peut imaginer, enfin, il y a eu des mesures d'incitation à la diversification des productions dans la politique agricole commune. On a des mesures agro-environnementales qui peuvent justement soutenir cette diversification. Donc, sur la multiplication des productions au niveau d'une exploitation agricole, on peut imaginer assez simplement des dispositifs. La vraie question, qui est donc celle en fait de la montée en gamme avec une moindre production quantitativement, mais une qualité différente et en tout cas une valorisation sur les marchés qui est différente, qui est meilleure, c'est une question centrale qui pose d'autres questions, c'est-à-dire que comment assurer au plus grand nombre l'accès à cette alimentation de qualité. Ça implique de vraiment raisonner en termes de système alimentaire, c'est-à-dire que oui, il faut faire évoluer les modes de production agricole, oui, il faut repenser le fonctionnement des grands groupes coopératifs, mais il faut qu'au bout de la chaîne, au niveau des consommateurs, il y ait aussi une évolution des régimes alimentaires, des pratiques et des modes de consommation. Et juste pour revenir sur ce qui vient d'être dit par Louis Laville, la question effectivement, alors, la tarte à la crème, on va dire, de la gouvernance, ou en tout cas de l'identification des freins et des acteurs qui n'ont par définition pas intérêt à la transition. C'est normal que lorsqu'il y a une transition, c'est normal que lorsqu'il y a un changement de modèle, il y ait des gagnants et des perdants. Ça, c'est inévitable. Quel que soit le mode de transition, les perdants, il faut les accompagner, il faut être dans l'explication, et cet accompagnement et cette explication doit se faire sur le temps long. J'insiste sur ce point, c'est pas simplement rhétorique, mais on vit dans une vie qui est la vie de la rapidité. On est aussi au niveau du cadre politique sur des mandats de plus en plus courts. Il y a une hyper-accélération de la vie publique. Et on oublie qu'il y a 2-3 contraintes naturelles qui font que l'exploitation agricole gère ses productions sur un pas de temps long, 5, 6, 7, 10 ans. Et ce pas de temps long, il faut absolument le réintroduire dans la politique publique, la PAC, mais aussi au niveau des actions locales. Et ça, c'est assez difficile à faire passer parce qu'il y a un vrai décalage entre ce que vivent les agriculteurs qui, ici, ils passent du conventionnel au bio, vont voir les résultats au bout de 5-6 ans, et bien les attentes qui sont de plus en plus fortes et de plus en plus immédiates de tout un tas d'acteurs, de tout un tas de consommateurs, d'où la question du dialogue entre les consommateurs et les agriculteurs, la nécessité de sortir de modes de gouvernance passés où on ne parlait qu'à certains types de producteurs ou à certains types d'organisations professionnelles. Il faut absolument ouvrir ces modes de gouvernance, et la transition agroécologique ne réussira pas s'il n'y a pas cette ouverture. Un auditeur, justement, je rebondis sur la question d'un auditeur qui demande quel levier est acteur clé à convaincre justement pour accompagner ces changements de pratiques qui nécessitent un temps long. Vous parliez de gagnants et de perdants, Julien Foss. Quels sont les acteurs clés à convaincre et comment? On a rédigé, enfin, on a publié en août dernier un rapport sur les performances économiques et environnementales de l'agroécologie, où on montre que la transition agroécologique peut être rentable à l'échelle de l'exploitation dans un certain nombre de cas, et notamment lorsqu'on a une transition en bio. Et malgré les baisses de rendement, malgré les aléas de production, sur le temps long, au terme d'une transition de 5 ou 6 ans, les agriculteurs s'y retrouvent. Il y a d'autres types de démonstrations. Je pense au réseau Défi, donc, qui s'inscrit dans le cadre du plan Éco-Phyto, où là, on reste sur des systèmes conventionnels, mais on réduit l'utilisation de pesticides, qui montrent de manière extrêmement étayée bien, que cette réduction d'usage de pesticides conduit à un gain financier pour les agriculteurs. Donc, ce type de démonstration-là, il doit être fait. Il doit être présent et mis dans le débat public pour convaincre les premiers concernés qui sont les exploitants agricoles. Mais ça ne suffit absolument pas, c'est essentiel, mais ça ne suffit pas à partir du moment où on a tout autour des exploitants agricoles, des agriculteurs, des structures de filières qui n'incitent pas du tout à la transition.
Donc, il faut vraiment jouer sur tous les chaînons des systèmes alimentaires, parler aux agriculteurs, parler aussi aux consommateurs et les éclairer dans leur choix de consommation parce que, en fonction de ce que l'on achète, eh bien, on ne va pas avoir le même impact de carbone, le même impact de biodiversité. Donc, il faut aussi fournir aux consommateurs les leviers, les instruments qui leur permettent d'éclairer un peu leur choix de consommation. Et puis, il faut revenir fondamentalement à la structure même des filières agroalimentaires, à la structure même des grands groupes coopératifs. Et ça c'est indispensable et ça doit se faire sur un temps long en mobilisant tous les leviers d'action publique qui sont possibles. Une question que je trouve importante et que je vous transmets, enfin elles sont toutes, mais je pense que j'aurais du mal à toutes les transmettre, c'est la question de la désirabilité du changement. Là, on est souvent dans la dénonciation du modèle, il faut la peur effectivement des dégâts du système, mais dire il ne faut pas, il faut interdire, mais comment plutôt aller vers comment rendre désirable ce changement. C'est pas simplement aller contre, mais c'est aller pour quelque chose. Et comment favoriser comment rendre cette transition désirable au fond? Je ne sais pas si Sophie, oui, je vois que vous levez le doigt, la main. Oui, j'adhère à la question à fond, pleinement. Donc, je n'ai pas la réponse, mais je vais tenter une réponse, en tout cas la formuler aussi autrement. Je voudrais rebondir effectivement sur la question de la gouvernance et puis sur la question de l'inclusion. C'est que rendre désirable la transition, c'est faire en sorte d'inclure le plus de parties prenantes dans les réflexions qui sont menées. Et ça, c'est loin d'être bisounours. Effectivement, c'est extrêmement difficile. Et donc, identifier les freins, hein, je rejoins Jean-Louis Laville, effectivement, les freins donc les rapports d'opposition, c'est aussi être capable de voir les freins traditionnels, bien sûr, dans notamment une agriculture qui est un système qui n'a cessé de se repenser. Donc ça, il faut quand même rendre aussi honneur à cette capacité de transformation. Mais c'est aussi de regarder les freins chez les acteurs même, les actrices de la transition. Et là, j'aimerais dire que l'ego, et toutes les problématiques d'ego, on le voit, hein, parce que c'est souvent tabou de le dire dans l'ESS, et quand on travaille un peu sur les rapports, ou même dans des grandes coopératives ou des grandes mutuelles ou ailleurs, c'est pas toujours très joli non plus, comme partout ailleurs, mais il faut le dire, parce que c'est tabou de le dire, on a l'impression qu'on ne fait pas honneur à la cause si on le dit pas, mais il suffit pas d'être dans une entreprise ESS pour que ça se passe toujours bien. Et c'est pareil pour l'écologie, il ne suffit pas toujours d'être engagé, militer, d'aller défiler pour que ça se passe bien. Et donc, le premier frein, et ça rejoindra la question sur la désirabilité, il est aussi intérieur. Donc, c'est une capacité aussi de dépasser les freins qui sont institutionnels, organisationnels et personnels. Et ça, c'est hyper difficile. Ça veut dire que, alors je pense aussi aux coopératives de transition, elles n'ont pas de sens sans une mission de sensibilisation, d'information, de sensibilisation. Et du coup, un mot pour la désirabilité, c'est un mot qu'on n'emploie pas assez, à mon sens, hein, peut-être que je me trompe, c'est le mot d'imaginaire. On parle toujours de taxes, et je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, c'est un des meilleurs outils en économie. Mais quand on entend taxes, c'est boum, punition, sobriété, boum, circuit court, ça ne fait pas rêver. Donc, l'idée, c'est comment rendre désirable, comment rendre volontaire, de manière inclusive, de manière en discuter, et développer des nouveaux imaginaires de la coopération. Ça ne veut pas dire sans nier les freins, au contraire, sans nier les rapports de domination, sans nier quels sont les acteurs, les actrices qui prennent ça. Mais sur quel autre levier on peut faire en sorte, parce que sans le désir, la joie, alors c'est loin d'être cucu, hein, c'est hyper compliqué hein, d'avoir ces leviers-là, je dirais, la joie d'entrepreneur à créer et compagnie, c'est compliqué. Donc, sur quel levier il faut appuyer? Et là, je suis persuadée que tous les métiers du marketing, tous les trucs d'école de commerce, voilà, il faudrait peut-être les repenser complètement dans la formation, pour rendre sympa de manger des tomates de saison, vous voyez, pour dire quel rôle, donc ça veut dire aussi de la vulgarisation, de la communication, des bandes dessinées, des dessins, etc., des storytelling, des nouveaux imaginaires, comment est-ce qu'on raconte aussi différemment pour rendre cette transition à la fois rapidement et sur le long terme désirable. À mon avis, c'est une question centrale. Voilà. Désolée d'avoir été longue, mais ça me tient vraiment à cœur, c'est une question centrale. Merci de l'avoir posée.
Merci beaucoup, Sophie. Peut-être un complément là-dessus, tout à fait, dans ce que vient de dire Sophie. J'ai vécu mon enfance dans un village, pour reprendre un peu l'histoire que nous présentait Emmanuel Delcourt. Au début des années 60, il y avait beaucoup d'agriculteurs qui vivaient avec 3 cochons, 2 vaches, de la polyculture. 15 ans plus tard, il fallait avoir 100 vaches pour s'en sortir. Et ceci, ça a été fait à travers un système de conseillers agricoles, un système d'accompagnement qui a enfermé les gens dans le productivisme. Il faut déjà qu'il y ait la capacité à en sortir. Et moi, j'ai des copains qui aujourd'hui ne peuvent pas sortir d'un système qui les désespère. Ce sont des agriculteurs, ils ne savent pas comment aller vers la transition, alors qu'ils savent que le système dans lequel ils sont n'a plus de sens aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on peut sortir de cet enfermement ? Et la désirabilité, je pense que c'est très important. C'est pour ça que je pense qu'il faut aussi qu'on se tourne vers d'autres imaginaires, pour reprendre les mots de Sophie. Et je pense de ce point de vue que la notion qui a été proposée en Amérique du Sud de buen vivir, de bien vivre, est importante, parce que je pense qu'il y aura des désirabilités si on se rend compte qu'en fait, on peut aller vers un mieux vivre. Alors un mieux vivre qui ne sera pas forcément enfermé là aussi dans le consumérisme, mais qui permettra aussi de retrouver des gens avec qui on fait les choses, de retrouver des capacités d'action. Et il me semble qu'il y a des nécessités aussi d'inclure différents milieux professionnels qui ne se sont pas assez côtoyés. Il y a un certain nombre de paysans aujourd'hui qui disent quotidiennement, nous sommes des chercheurs. Et je pense qu'ils travaillent justement avec des gens de l'INRAE et que la possibilité d'échanger entre paysans et chercheurs est aujourd'hui importante dans tout le courant de ce que l'on appelle les recherches participatives. Je vois aussi, on travaille avec le Conseil général de la Gironde sur les épiceries solidaires. Les épiceries solidaires, pendant un temps, se sont contentés d'aller chercher les déchets de la grande distribution pour les distribuer aux pauvres. Aujourd'hui, on voit des modèles nouveaux, c'est-à-dire des producteurs locaux qui travaillent avec les épiceries solidaires pour justement faire qu'il y ait d'autres possibilités de consommation qui soient offertes aux publics les plus vulnérables. Quand on sait aujourd'hui que depuis 1 an, ces publics vulnérables, ils sont de plus en plus nombreux, ce n'est pas rien. Et je crois que là, on peut arriver à trouver finalement des modalités d'amélioration de la vie quotidienne, et c'est ça qui crée, me semble-t-il, la désirabilité. Quand des étudiants se rendent compte que dans l'épicerie solidaire où des producteurs locaux ont amené des produits de qualité, ils arrivent à se nourrir d'une autre façon que ce qu'ils avaient l'occasion de faire ou ce qu'ils étaient obligés de faire précédemment, là, les imaginaires commencent à bouger. Les imaginaires, ils ne bougent pas dans l'abstrait, ils bougent dans des actions qu'on fait avec d'autres et qui permettent de changer la représentation du monde que l'on avait. Si je peux me permettre, au-delà de cette désirabilité, il y a aussi la lucidité de l'urgence de se mobiliser pour pouvoir trouver un chemin ensemble. Et je crois qu'il y a des enjeux, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a les enjeux de formation aussi, de compréhension de la complexité des systèmes et des tenants et des aboutissants. Et je voudrais juste vous partager, moi, une démarche que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui est portée par le Campus de la Transition, qui a été fondé par Cécile Renoir, et qui est le tête, cœur, corps. C'est justement comment on va aligner à la fois l'intellectuel, l'émotionnel et puis le corps dans sa globalité. Et je crois qu'il y a vraiment, pour chacun et dans une entreprise, pour les managers, pour les porteurs de projets, cette responsabilité ou cette obligation aussi à revisiter sa propre posture pour faire émerger justement de nouveaux chemins, de nouvelles explorations. Et je suis tout à fait d'accord en disant on doit passer dans une organisation apprenante. On sait que le système tel qu'il est aujourd'hui, il est au bout de course, il a fait ses preuves et c'est ça qui est compliqué parce que les gens ont appuyé sur les boutons pendant des années et ils appuyaient sur le bouton, ça marchait, ça répondait à ce qu'on voulait. Et aujourd'hui, on appuie sur le bouton, ça ne marche plus, quoi. Et donc, il faut réinventer ces boutons, il faut réinventer et le tout, évidemment, dans le cadre d'une politique publique, dans le cadre d'acteurs économiques et dans le cadre des opérateurs locaux. Merci Emmanuel. Je crois que nous approchons un peu de la fin. Julien, vous voulez rajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit ?
Oui, enfin, juste sur la question du récit, de l'imaginaire, de ce que l'on peut raconter pour convaincre, c'est fondamental, c'est éminemment politique, mais c'est fondamental. Après, il ne faut pas faire abstraction du rapport de force qui a été évoqué tout au long de la présentation entre ceux qui ont intérêt et ceux qui n'ont pas intérêt à la transition. Et on a aujourd'hui des batailles de récits dans le monde agricole qui est quand même assez interrogeante. On ne va pas revenir sur la polémique toute récente suite au rapport de la Fondation Nicolas Hulot sur le NODU, l'utilisation QSA NODU pour évaluer la quantité de pesticides, mais c'est quand même assez extraordinaire de voir qu'à chaque fois qu'on aborde un grand sujet agricole, eh bien, on a un ensemble d'acteurs qui opposent récit contre récit. Donc, il ne faut pas être naïf, il ne suffira pas de raconter quelque chose de positif, de faire la démonstration du caractère positif et nécessaire de la transition agroécologique pour convaincre tout le monde, parce qu'on aura en face de nous des acteurs qui inventeront, trouveront d'autres récits. Et donc, la question, c'est le dépassement de ces clivages. Et on revient à une question éminemment politique, démocratique, enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel, et qui impose de créer un cadre de discussion, de dépassement de ces clivages. Et ça, c'est assez fondamental et assez inquiétant, je vais dire, parce que moi, j'ai quand même le sentiment, enfin, je travaille sur les questions agricoles depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années dans la sphère publique, et je suis assez stupéfait de voir qu'on est rentré dans l'ère des fake news extrêmement assumée et extrêmement véhémente parfois, notamment sur les réseaux sociaux, qui interdisent toute forme de discussion. Et j'ai le sentiment que ces clivages s'accentuent, qu'il va falloir vraiment réconcilier plusieurs agricultures entre elles, ou en tout cas faire parler des gens qui aujourd'hui ne se parlent absolument plus. Merci beaucoup, Julien. Je crois que ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre, parce que j'ai trouvé vos interventions extrêmement riches. Ça a ouvert beaucoup de sujets. Je crois qu'il faut effectivement il y a une question de faire se dialoguer les différentes parties prenantes, sortir des clivages. Il y a une question de débat public à mettre en scène, à mettre en œuvre, et effectivement de vraie conflictualité qu'il faut pas nier, et ne pas être dans le monde des bisounours de la transition, mais effectivement affronter de face ces conflits et les traiter de manière. Et il y a là aussi la question que j'ai retenue aussi, celle de l'accompagnement. C'est qu'on peut pas, il y a des gagnants et des perdants, comme disait Julien Foss, et il faut aussi il faut que ce changement soit désirable et l'organiser en conséquence. Je crois que je vais laisser à Maïla nous présenter ces beaux dessins et nous dire ce qu'elle a retenu de cette séquence, et je crois que ce sera ensuite à Clément Chessou de nous dire quelques mots sur la suite sur les prochaines sessions de cette série. Merci à vous. Bonjour, c'est ma dernière session où je vais dessiner, puisqu'après il n'y aura plus de table ronde. Donc je suis un petit peu émue parce que je me suis habituée. Donc sur cette session-là, le premier mot qui est sorti, c'est le mot schizophrénie, qui est revenu ensuite plusieurs fois. Et bon, alors graphiquement, moi, ça m'a un peu parlé, la première phrase d'Antoine de Ravignan qui dit qu'on n'a jamais autant parlé de transition écologique. Donc là, c'est cette idée de bulle verte où tout le monde est d'accord, en fait, sur... je pense qu'il y a un grand discours public où tout le monde est d'accord pour aller dans cette direction. Et en même temps, derrière, caché, le système actuel continue de tourner. Et donc, j'aime bien ce paradoxe, cette ambivalence, en fait. Ensuite, j'ai essayé de représenter l'ESS, la galaxie hétérogène de l'ESS. Bon, c'est pas encore tout à fait fini, j'ai pas encore trouvé le bon moyen de représenter, mais on voit déjà sur le schéma que ça part un peu dans tous les sens et qu'il y a différents types d'acteurs qu'on va retrouver ici. Donc ça sera, j'aurai le temps de le formaliser plus clairement. J'ai fait pour une fois, je crois même que c'est la première fois, le portrait d'un agriculteur exploitant, et donc cette idée qu'il est dans une position de vulnérabilité, puisqu'il
il est d'un côté pris par un fonctionnement qui est subventionné par les aides publiques et qui est historique. Donc ça, je ne l'ai pas tout à fait représenté parce que c'était compliqué, mais ça va venir. Et donc l'idée, c'est comment se transformer et d'une façon générale aussi transformer les aides publiques qui sont représentées en jaune pour adapter ces aides à un autre modèle, en fait, voilà, que j'ai représenté ici, le modèle idéalisé. Et au milieu, cette idée qu'il va falloir prendre un risque pour l'exploitant et que justement, cette idée que l'agriculture, il y a une aversion au risque. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant comme paradoxe. C'est encore une difficulté. Et là, ici, la nécessité d'un accompagnement. Donc ça, c'est pour la transformation des exploitations actuelles en quelque chose qui soit plus durable et plus inclusif. Et maintenant, j'ai fait un autre schéma qui est là plus cette idée de… Alors là, ça concerne plutôt des acteurs de la transition. Donc, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de jeunes qui sont en recherche de sens. Et donc là, c'est l'idée qu'il a son petit baluchon qui serait un revenu de transition qui le sécuriserait financièrement pendant son évolution. Il aurait ici une carte qui serait une métaphore de la formation adaptée de l'accompagnement. Et puis, il irait à la rencontre de personnes sur un territoire donné. Alors là, j'ai essayé de reprendre un petit peu comme ça la métaphore du maillage et du tricot. Et donc, lui aussi, il irait dans une direction pour construire son propre projet. Voilà. Et en bas, il y a cette idée que cette transformation passe par un changement personnel, qu'il faut se méfier des pièges de l'ego. Voilà. Et ici, pour essayer de rendre par dessin quelque chose de désirable, j'ai essayé de faire une pâtisserie. Alors voilà, c'est pas encore complètement fini, mais bon, cette idée, voilà, comment essayer de représenter quelque chose de désirable, donc une pâtisserie avec une fraise, parce que j'adore les fraises. Et sinon, dernière image, voilà, donc ça c'est la métaphore de Jean-Louis Laville, cette idée de changer d'échelle ou changer l'échelle même. Alors là, j'ai essayé de représenter. Donc ici, la multitude de projets dont on a déjà parlé de projets durables dont on a déjà parlé dans les sessions précédentes. Donc l'idée, c'est comment changer d'échelle, donc emprunter une échelle qui grandit pour avoir quelque chose de plus grand. Alors ensuite, je ne l'ai pas fait, mais je me suis dit que ça correspondait aussi on peut imaginer ici, on a des petits pommiers et comment on fait pour grimper plus haut dans l'arbre où on attraperait plus de pommes, quoi. Voilà, donc il y a un peu cette idée-là. Alors que changer l'échelle, ça voudrait dire qu'on n'est plus forcément dans l'idée de verticalité ou d'ascension, mais on pourrait être dans une idée plus horizontale et il pourrait y avoir entre les barreaux de ces échelles, de cette nouvelle échelle, qui peut être aussi, il peut y avoir 2 échelles, hein, pourquoi pas, des choses qu'on construit au fur et à mesure qu'on avance dans cette échelle. Et finalement, ce n'est pas grave si ces choses ne sont pas plus hautes et plus nombreuses, mais elles sont plus continues. Voilà, je ne sais pas si la métaphore visuelle peut traduire un peu la complexité de l'idée évoquée. Et je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de session. Merci beaucoup, Maïlan. J'aime beaucoup votre représentation du changement d'échelle, changer l'échelle et du gâteau aux fraises également. Tout à fait désirable. Encore merci à tous. Clément Chessou, je vous laisse la parole pour nous annoncer la suite. Alors merci beaucoup à tous. Merci aux intervenantes et intervenants, Sophie Swyton, Jean-Louis Laville, Emmanuel Delcourt, Julien Fauss, et merci Antoine d'avoir animé cet échange. N'hésitez pas à nous dire un peu en conclusion dans le chat ce qui vous a le plus interpellé, ce qui pose pour vous encore des questions, ou ce qui serait pour vous des pistes ou des initiatives aussi qui font un peu écho à ce qu'on s'est dit ce matin. Merci beaucoup Maïlan pour cette représentation. Vous pourrez retrouver tous les dessins de Maïlan sur le site internet des rencontres d'alimentation durable très rapidement. Moi je retiens aussi
l'importance de penser l'économie des systèmes agricoles autour des notions de réciprocité, de mutualisation et de réintroduire aussi une pensée du temps long dedans. Et la possibilité qu'on voit aussi aujourd'hui de concevoir des circuits territoriaux qui soient articulés à des réseaux sociaux, alors pas au sens de Facebook, mais au sens de réseaux qui redonnent du sens et qui remettent du sens au territoire et qui remettent l'humain aussi au cœur de ces transitions. Voilà, et la possibilité aujourd'hui, qui est pas seulement un imaginaire, mais une véritable démonstration d'inventer de nouvelles formes coopératives, multiparties prenantes, dans lesquelles la conflictualité puisse aussi s'exprimer. Donc finalement, merci pour le partage que vous nous avez permis d'avoir autour de ce que les cadres de l'économie sociale et solidaire et des communs permettent d'apporter pour penser des systèmes alimentaires qui soient plus inclusifs et donc plus désirables aussi. Cette session clôture le second temps des rencontres de l'alimentation durable. Nous allons maintenant donc ouvrir dès la semaine prochaine un troisième et dernier temps dans un format assez différent, puisqu'il s'agira plus de matinées sous forme de table ronde comme on a pu l'avoir pour l'instant, mais de 2 journées, donc le 25 février et le jeudi 11 mars, qui seront des demi-journées d'ateliers entièrement participatifs entre acteurs qui agissent chacun dans leur domaine pour des transitions agroécologiques et sociales rapides. L'idée étant d'identifier les besoins concrets partagés par un grand nombre de ces praticiens de la transition et de réfléchir ensemble aux synergies, aux pistes d'action, en se demandant finalement qu'est-ce qu'on peut faire collectivement qui ne peut pas aujourd'hui être réalisé individuellement. Donc là aussi, l'idée de ces 2 temps, donc je répète, le jeudi 25 février et le jeudi 11 mars, va être de se demander comment on peut aussi mutualiser finalement nos forces et nos compétences à chacun pour construire des solutions communes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ces ateliers. Il reste encore des places et on vous donne donc rendez-vous le 25 février pour le début de ce troisième et dernier temps des rencontres de l'alimentation durable. Merci à tous de nous avoir suivis et bon appétit à tous. Merci. Merci Antoine. Merci à tous.